Yo tout le monde, je sais pas s'il y a encore grand monde, on va, déjà balancer sur le Discord. Putain, moi je suis pas aigri, je suis pas aussi bon. Aujourd'hui on a Fineco du coup, dont je vous ai parlé. Fineco, comment tu vas? Ça va super et toi? Hello tout le monde. Ça va super. Écoute, le temps que les gens arrivent, est-ce que tu peux, un petit peu parler de toi, qui tu es pour les gens qui te connaissent pas déjà? Ouais, bien sûr. Bah écoute, moi en fait, mon nom c'est Omar Dibo. J'ai cofondé Fineco avec un ami qui était étudiant à l'époque à l'ESSEC Business School. Moi, pour te dire un petit peu rapidement ce que j'ai fait, j'ai travaillé en banque privée à Monaco pendant 7-8 ans, je crois. On va dire ça. Mmh. J'ai travaillé aussi dans le pétrole et dans le gaz. J'étais trésorier d'une société qui fournissait des services à des gros mastodontes comme Total Energy, ExxonMobil, etc. Et on a décidé de cofonder Fineco, en fait, parce que, bien évidemment, comme un peu tout le monde, cette histoire d'éducation financière et puis aussi la préparation un petit peu, si tu veux, de la retraite des jeunes, hein, des jeunes d'aujourd'hui, parce que vous savez un petit peu la situation en France, comment elle est. Et Mmh. nous, notre vision un petit peu qui diffère par rapport à tout le monde, c'est que nous, la vision qu'on a des marchés, c'est pas, je vais caricaturer un petit peu, mais c'est pas lire que des bilans, c'est pas faire des analyses fondamentales. Nous, ce qui nous importe, c'est un petit peu comprendre le monde dans lequel on vit. Et selon ce qui se passe et ce que l'on peut voir, derrière, ça te donne les opportunités pour comprendre un petit peu les nouvelles tendances qui peuvent se dessiner et savoir dans quoi aller. Donc, c'est un petit peu ce qu'on appelle un peu, enfin, ce que tout le monde appelle aux États-Unis la méthode top-down, hein, mais clairement, c'est un peu une méthode à la entonnoir, quoi. Tu regardes la macro et un Mmh. petit peu la géopolitique, etc. Derrière, tu vas regarder quel secteur va en profiter. Et ensuite, dans ces secteurs, tu vas aller dans les sous-secteurs et du coup, tu vas aller dans les boîtes qui vont vraiment profiter de l'élément principal de ta thèse, en fait. Et derrière, tu vas investir dans les sociétés, même si ça peut arriver que ces sociétés-là ne soient pas avec des bilans financiers extraordinaires. C'est pour ça que nous, les bilans, c'est un peu la dernière chose qu'on regarde. Et après, on fait de Mmh. l'analyse technique parce que c'est important. Et l'analyse technique nous permet aussi de trouver les bons points d'entrée et de savoir quand sortir. Voilà un peu. En clair, tu places la macro au-dessus de tout quoi, peu importe le fondat, Exactement. tout ça. Exactement. Ce qui est pas con ces dernières années, est-ce que tu as eu des trucs que tu as pu voir, que tu as pu pas prédire, mais que tu as vu un peu arriver et qui t'ont permis de soit te protéger ou soit bien te placer? Ah ouais, bien sûr. Les 2 exemples que je sors tout le temps, mais qui sont vraiment forts, c'était, le 1er, c'est Palantir. Tout le monde connaît la boîte. Mmh mh. Moi, Palantir, j'en parlais déjà à mes potes quand elle était à 7 par exemple. Et je le voyais parce qu'il y avait, une tension géopolitique qui était énorme. Tu le voyais déjà avec l'Ukraine et la Russie et derrière, en fait, tu voyais l'IA qui commençait à pointer le bout de son nez, plus l'importance de la cybersécurité, avec pas mal de mouvements que l'on voyait de la plupart des gouvernements. Et derrière, pour nous, en fait, quand tu regardes un petit peu le modèle de Palantir, tu as un management qui était fort et des bilans où il y avait pas de dette. Donc en fait, ils ne pouvaient que se développer, ils avaient déjà tout fait avant et derrière, s'ils signaient des contrats, c'était facile. Donc on les voyait, ils signaient des contrats et donc à 7 tu rentres et puis tu connais l'histoire aujourd'hui. Donc ça, c'est le Bah, premier exemple. en vrai, moi, je le connais pas juste pour les gens parce que moi, je connaissais pas Ouais. trop Palantir, tu vois? Je suis un gars full Web3. Palantir, Ouais. ils sont à 177 aujourd'hui, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, putain, OK. Donc ça, OK. c'est la première histoire et puis là, je vais aller, sur une histoire un peu plus tangible, un peu plus, qui va parler plus à tout le monde. C'était pareil, c'était en 2023. Il y avait une société, tout le monde s'en foutait, mais c'est une société, en fait, elle fait un peu peur, mais c'est le numéro un mondial des asiles psychiatriques et des prisons privées. Tu vois? C'est pas Mmh. sexy et la boîte, elle s'appelle Géo Group et pour te dire un peu, moi, comment j'ai fonctionné, c'est-à-dire qu'en 2023, en octobre 2023, tu as Biden qui préparait ses élections présidentielles et qui disait, il est temps de lutter contre l'immigration illégale. Alors qu'il a fait l'immigration, enfin, alors que c'était vraiment porte ouverte aux États-Unis à l'époque de Biden, tu vois. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant que il n'arrêtait pas d'abreuver d'argent l'Ukraine, il a demandé au Congrès un chèque supplémentaire de 14 milliards de dollars pour lutter contre l'immigration illégale. Bah, Mmh. tu fais vite tes calculs. Il y a qu'une seule société vraiment qui a des contrats avec le gouvernement. Ils sortent 14 milliards de dollars. Si tu réfléchis 2 secondes, tu sais très bien que les 14 milliards de dollars vont finir dans la poche de Géo Group.
Donc, l'action était à 8 $ quand c'est arrivé. Et en fait, au fur et à mesure des élections, ils n'ont fait que parler d'immigration illégale. C'est devenu un vrai sujet. Et le cours n'a fait que grimper. Jusqu'au Mmh. jour où Trump a été élu. Et quand Trump a été élu, le cours était, je crois, à 20 ou 22 $. Et on est monté en flèche à 36 $ dès son élection. Donc en Mmh. fait, j'en parlais à 8 $ aujourd'hui. Elle était montée jusqu'à 36 $ au plus haut historique. Là, elle est revenue à 21, 22. Mais c'est un peu comme ça, en fait, qu'on fonctionne. On anticipe vraiment les tendances. Il y a des déclarations, il y a des choses qui font que il y a des tendances qui se dessinent. Et là, aujourd'hui, pareil, on était sur le charbon. Et le charbon, on était sur une valeur, elle a fait 70% depuis qu'on en parlait. Et en fait, c'est juste anticiper où va l'argent. C'est ça le plus important. Mais l'argent, il va là où les futures tendances se dessinent. C'est tout. OK, OK et du coup, j'imagine que tu couvres, forcément BTC. Est-ce que tu couvres un peu les alts? Est-ce que s'il y a un, comment dire? Un contexte, favorisant les alts, donc vraiment un gros appétit du risque, est-ce que tu vas en parler dans ce sens-là? Ou est-ce que c'est trop Ah ouais, dangereux, en bien fait? sûr. Ouais? Non, non, pour nous, c'est pas dangereux à partir du moment où une tendance se dessine. Si elle se dessine aussi sur les cryptos, c'est parfaitement compréhensible. Le meilleur exemple, c'est l'exemple du Metaverse, par exemple, tu vois? Ouais. Metaverse, quand, il a suffi juste que que Facebook à l'époque change de nom et devienne Meta, derrière, The Sandbox, et que The Decentraland et cetera ont tout explosé à la hausse. Et c'est parfaitement ce qu'on cherche. Donc, peu importe, à partir du moment où tu arrives à maîtriser ton risque, nous, tous les types d'actifs, ils passent. Tu vois, je te donne un exemple, tu vois, on a un portefeuille, qu'on suit, Mmh qu'on mh. fait nous-mêmes et qu'on gère. La position la plus importante, c'est pas une action, c'est un SPAC. Et c'est le SPAC, en fait, que Trump a créé. Et en fait, pour expliquer un petit peu à tout le monde comment fonctionne un SPAC, c'est une coquille vide, en fait. Il y a que du cash dedans. Donc, ils font une levée de OK. fonds. Il y a 100 à 150 millions de dollars de cash dedans, en général. Et derrière, cette société, cette coquille vide, a un seul but, c'est d'aller voir une société qui n'est pas cotée et fusionner avec elle pour qu'elle devienne cotée en bourse. Donc ça, c'était la mode en 2021. Et le summum, si tu veux, de cette mode-là, c'est parce que c'était devenu vraiment une bulle. Le summum, ça a été la société de Donald Trump qui n'était pas cotée en bourse et qui a fusionné avec un SPAC. Et quand la fusion a eu lieu, le cours du SPAC a fait 1500% en 2 jours. C'est D'accord? vraiment c'est pour ça, même en TradFi, il y a des trucs qu'on retrouve, dans Ouais. les tranchées sur Solana, quoi. C'est une folie. Exactement, exactement. Et donc du coup, ah non, mais vous vous rendez pas compte, en TradFi, on voit des trucs, c'est Waouh, lunaire. Et, incroyable. et donc du coup, cette année, Trump est revenu au pouvoir et il a fait 2 SPAC avec la même équipe qui ont fait le SPAC justement qui ont permis la cotation de sa société en bourse. Donc nous, évidemment, on est conscient que Trump est un bel escroc, qu'il a envie de faire du blé parce qu'il est là pour le business. Donc on se dit qu'il va faire un beau deal quand même un jour. Donc quand il y aura un deal, potentiellement le cours va exploser à la hausse. Mais il y a un truc aussi qu'il faut préciser, c'est-à-dire que les SPAC, elles sont cotées à 10 $ au départ Mmh et mh. tu peux pas aller en dessous. OK, Tu peux pas aller en OK. dessous de 10 $. C'est-à-dire que si tu achètes à 10,50 ou à 10,80, ton maximum de drawdown, il est de 7-8%. C'est-à-dire que Ça, si, c'est imaginons le incroyable. deal, ouais, c'est-à-dire que si, parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est que du cash. Le cash, Mmh. il peut pas perdre en valeur pour la société. Donc, Mmh. on pourra jamais aller en dessous de 10 $. Donc, ton drawdown, il est de 7-8%, mais ta perte, elle peut être illimitée, quoi. Donc ça, Mmh. c'est la force de ces produits-là, mais il faut bien choisir ses SPAC, il faut voir qui sont derrière ces sociétés-là, s'ils sont capables de faire des beaux deals, et cetera, et cetera. C'est des produits bien OK. spéculatifs, tu vois? Donc Mmh mh. les alts, heu, les alts, on a l'habitude. Enfin, moi, j'ai l'habitude perso. Bah, de toute façon, on va en parler là, voilà, c'était un peu pour créer un cadre. Après, on va parler un petit peu des alts. Il y a tout de même Psycho qui travaille, en TradFi, qui te dit: «Bravo pour la levée de fonds de 23 millions. Quel est le plan d'utilisation de ces fonds?» On parle d'API, banque canadienne. Heu, C'est à toi qui demande ça?
Je pense pas. Moi, si j'avais fait une levée de fonds de 23 millions d'euros, je Bah t'assure ouais, que c'est ça qui m'étonne. OK, peut-être tu parlais de Palantir ou je sais pas qui. ah, je sais OK. pas. Bon, Psycho, si tu as un peu plus d'infos, hein, un peu plus clair. Ce que je te propose, c'est juste qu'on fasse le passé. On va voir un peu ce qui se passait Mmh. pour les alts, pour BTC ces dernières années. Après, on va Ouais. parler un peu de maintenant, pourquoi est-ce que c'est un peu cringe, et le futur, ce que toi t'en penses. Mais déjà, qu'est-ce que tu penses du marché depuis le bottom, depuis le début du bear market? Pourquoi est-ce que ce cycle était si dur en fait? Bah, ce cycle, il était si dur pour les personnes qui ont choisi les mauvais chevaux, en fait. Exact. Hem, ce qui s'est passé en 2022, ça a été de nettoyer tout l'écosystème. Il n'est pas Mmh. parfaitement nettoyé, hein, il reste encore, un irréductible qui s'appelle Justin Sun et qui, à mon avis, si lui saute, je pense que USDT, enfin, en tout cas, Tether va souffrir beaucoup. Mais c'est vraiment la dernière personne qu'il faudrait quand même éjecter du système. Mais on a quand même nettoyé bien comme il fallait l'écosystème en 2022. C'était le projet. Et c'était le projet parce que, bien évidemment, il fallait que les institutionnels viennent rentrer dans un cadre qui est beaucoup moins sombre, comme il l'a été en 2021 ou en 2017, tu vois. Mmh Donc, mh. en fait, c'était toute la phase 2023 jusqu'à euh, allez, jusqu'à 2024, à la base, c'était vraiment du nettoyage et c'était le retour du bitcoin enfin, surtout du bitcoin parce qu'on allait institutionnaliser un petit peu l'écosystème. Maintenant, il y a un truc qui est arrivé en 2023 et qui, pour moi, a été un vrai game changer, c'est l'arrivée de l'IA. Pourquoi? Parce que je vais pas parler de 2017 parce qu'on était vraiment un espèce d'écosystème très fermé en 2017 où il y avait très peu Mmh. d'altcoins et où la liquidité venait vraiment des particuliers et c'était vraiment c'était le Far West en 2017. En 2021, pour le coup, on a eu beaucoup plus de personnes qui étaient qui mettaient des fonds et en plus de ça, on a eu des institutionnels, donc des venture capital, etc., qui créaient, enfin qui finançaient des projets et qui savaient qu'il y avait potentiellement la crypto comme une tech du futur. Mais en 2023, ce qui s'est passé et qui a vraiment tout changé pour moi et qui pour moi a fait que je regarderai plus les alts, enfin, en tout cas pour l'instant, c'est que l'IA, en fait, a pris le rôle qu'aurait dû prendre la crypto. C'est-à-dire que les investisseurs institutionnels disent maintenant l'avenir, c'est l'IA. Donc tous ceux qui avaient du blé ou qui finançaient les venture capital, qui allaient mettre du blé dans les projets, créer des projets, ramener de la liquidité, etc., ben, en fait, ces personnes-là ont disparu. Ils ont Mmh. disparu et ils sont allés mettre leur blé ailleurs. Ils sont allés mettre leur blé dans l'IA. Et en plus de ça, ce qui n'a pas aidé non plus, c'est les taux qui étaient très élevés. Parce que, encore une fois, ils ont vu que l'IA était l'avenir pour eux. Ils ont le droit à moins de financement parce que les taux étaient trop élevés. Donc, en fait, ils font des choix. Et les choix qu'ils Mmh. ont faits, ça a été de se mettre dans l'IA. Et tu le vois, pour moi, le meilleur indicateur, il est hyper connu. C'est, tu regardes la market cap de Bitcoin en 2021 face à celle de Nvidia, et puis tu regardes la market cap de Bitcoin aujourd'hui face à Nvidia Mmh. aujourd'hui. Tu vois le Mmh. parallèle comme il est monstrueux? Mais en fait, c'est juste ça. C'est juste des fonds, ils ont changé de place. Ils ont quitté l'écosystème crypto parce que 2022 a fait comprendre aux investisseurs qu'en réalité, bah, la crypto n'était pas prête à devenir, entre guillemets, la tech du futur ou n'allait pas avoir un impact aussi fort que l'IA. Mmh. Donc l'argent est sorti. L'argent est parti ailleurs. Mmh. Surtout quand c'était quoi? Début 2024-2023, on a eu l'opération Chokepoint 2.0, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois que c'était quoi? C'était au moment où les banques commençaient à se casser la gueule, donc c'était début 2023 Ouais, ou c'était mars non 2024? 2023, ouais. 2023. Mars 2023, les banques ont commencé à se casser la gueule. Ou en tout cas, il y a eu une panique, ouais. Mais ça, tu vois, ça a changé maintenant. Ça a changé depuis que Trump est élu. On voit que ça bouge beaucoup. Est-ce qu'il y a un espoir là-dessus? Bah, le problème de Trump, et en tout cas de sa famille, enfin, je sais pas si vous faites confiance à Eric Trump, moi pas trop, mais mais le truc, en fait, avec la famille Trump, c'est qu'ils sont là pour faire du business. Ça a été le cas quand il était élu, président de 2017 jusqu'à 2021. Il a fait du business, il a toujours voulu faire du business
Et depuis qu'il est président en 2025, il ne veut faire que du business. Donc si la Mm. crypto lui permet de faire du business, il fera du business. Mais de toute façon, le meilleur signal, c'est ce qu'il a dit par rapport à la réserve stratégique. Il nous a fait croire qu'il allait y avoir une réserve stratégique, etc. Mais en fait, c'est juste qu'il a pris les bitcoins qui étaient déjà bloqués. Il a dit, ouais, bon, bah, ils sont à nous et on les vendra pas. Mais est-ce que Mm. c'est vraiment une réserve stratégique? Non. C'est Mm. juste Mm. que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Trump a utilisé deux personnes, enfin, il y a deux jeunes qui ont permis à Trump d'être élu. Il y a son fils, donc Barron, et qui connaît l'importance de la crypto. Et puis Charlie Kirk, qui lui a pris l'autre partie de la jeunesse avec tous ses discours. Bon, maintenant il est décédé. Mais globalement, c'est ces deux jeunes-là qui ont fait que toute la jeunesse américaine ont voté pour Trump. Donc, il est conscient de l'importance de la crypto pour les jeunes aux États-Unis. Et ce qu'ils font aujourd'hui, c'est juste préparer le terrain pour les élections qu'il va y avoir en 2026, donc les midterms en fait. Et moi, j'ai pas de doute, je te le dis très sincèrement, moi, j'ai pas de doute qu'à partir de novembre 2026, donc quand les élections seront terminées, que Trump ne parlera plus trop de crypto, sauf pour faire encore plus de business de son côté, mais pas pour démocratiser les cryptos, démocratiser Bitcoin, etc., etc., etc. Ça va juste être un joujou spéculatif pour eux pour se faire du blé. C'est terrible à dire, mais je le disais déjà depuis 2024 et force est de constater que en vrai, la seule chose qu'il a faite, c'est le Genius Act, mais il l'a fait, c'est parce qu'il Mm. sait que les stablecoins, que Tether et Circle vont acheter massivement de la dette américaine, donc ils vont financer le gouvernement américain en fait. Et c'est comme ça que les Mm. stablecoins marchent en fait. C'est juste ça. Et sinon, le but, c'est de faire du business. Faire que du business et essayer de gagner le maximum d'argent sur tous les secteurs dans lesquels ils peuvent gagner de l'argent. Et la crypto en fait partie. Mais tu quand même, récemment, on a su que Tether allait lever pour, je sais pas combien ils vont lever, mais en tout cas pour une valuation de 500 milliards, ce qui Ouais. passerait dans le top 20 directement. Est-ce que tu penses pas qu'il peut y avoir, avec ça, plus le terrain, fertile du côté de Trump, un petit narratif crypto, tu vois? Ou Ben pas du tout? justement, c'est ce que je te dis. En fait, c'est le seul narratif crypto qu'il y a, c'est les stablecoins. Parce que les Ouais. stablecoins sont tellement importants pour les États-Unis, pour donner un peu un ordre de grandeur, hein. Mais de mémoire, Tether et Circle, les deux détiennent, je crois, 200 milliards de dollars de Ouais. dette américaine. C'est monstrueux. C'est Mmh. de mémoire, ça correspond à, on a 29 000 milliards de dollars de dettes, je crois, détenues, enfin de dettes créées. Donc, tu le vois, c'est quand même un petit pourcentage, mais on parle quand même de 2 sociétés privées, enfin, une société publique et une société privée, sur un outil qui existe depuis, presque une dizaine d'années aujourd'hui et qui ne cesse de se développer et qui va potentiellement devenir un moyen de paiement, tu vois? Donc, Tether, il est pas top i 1 dans les holders de dette? non, 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 Top non, 3? pas non, même pas. Tu Non? as Warren Buffett qui Ah est ouais? déjà devant. Non, Warren Buffett est Ah déjà ouais. devant. Warren Buffett, Ah il OK, a il OK. a je crois, il a 300 milliards, je crois. Non, non, Ah oui, non, tu d'accord, OK. as d'autres personnalités, enfin, tu as d'autres entités et qui sont devant, mais Ouais. mais ce que fait Tether mais ce que font Tether et Circle, c'est juste le début. En fait, c'est le pari un petit peu, si tu veux, de Trump et de Scott Bessent, donc son secrétaire au trésor. En fait, leur pari, c'est que les Américains et les étrangers vont utiliser davantage les stablecoins dans la vie de tous les jours, donc ça va devenir un moyen de paiement. Et donc, bien évidemment, tu sais comment ça fonctionne un stablecoin, hein, c'est-à-dire que s'il y a une demande de stablecoin, on va créer de nouveaux stablecoins. Mmh. Et pour créer les stablecoins, il faut acheter de la dette américaine parce qu'il faut mettre un truc en face. Donc, en fait, plus il y a de demandes de stablecoin, plus on va acheter de la dette américaine et plus, du coup, il va y avoir des fonds qui vont rentrer dans l'État américain pour financer les activités du gouvernement. Donc, en fait, c'est juste le vrai narratif, il est stablecoin. Donc en fait, si vous voulez profiter de ça, c'est plutôt en achetant des sociétés qui émettent des stablecoins. Donc Circle, tu l'as vu, hein, quand ils ont fait l'IPO, Ouais. ça a été un Ouais, truc de ouais, ouais. fou, tu vois? C'était un truc de fou. Mmh. Ouais, j'ai encore en travers de la gorge. Mais parce que ça faisait Ouais. ça faisait depuis 2022 que j'attendais l'IPO. Mmh. Mais Ouais, c'est con. ouais, ouais, c'est très con. Mais c'est pas grave, j'achèterai en bear market. Mais Mmh. mais tu vois, c'est pareil pour Tether. Alors Tether, ils vont pas faire d'IPO, normalement, ils vont jamais être cotés en bourse parce que c'était pas dans leur intérêt.
Et puis Bah, ils ont quand même pas mal s'ils de lèvent défis. pour, à une valuation, c'est qu'ils vont ils vont se Bah, lancer, ils non? refusent toujours, hein. Bah, Paolo Arduino, il refuse catégoriquement et en vrai, je vais pas te mentir, pour moi, il a raison de pas le faire. Parce que, Pourquoi? parce que la société, elle a encore pas mal de elle a un Ah, certain c'est que le historique, début? mais ouais, ouais, c'est Ah! que le début. Mais après, elle a un certain historique, pas très net, on le sait tous, Oui, oui, bien sûr. Oui, mais là, c'est sous donc Trump. Est-ce que ça pose vraiment problème? le truc, c'est que Trump n'est pas éternel. Donc, Oui, la Trump n'est question, pas ça va être éternel. de savoir Trump n'est pas éternel, donc après, il faut voir, la suite, mais franchement, la gestion de Tether, elle est magistrale et je pense que c'est mieux Mmh pour mh. eux de pas être cotés en bourse. Ils ont pas besoin d'être cotés en bourse pour avoir du cash. Non. Franchement, Arduino, il a une gestion, Par magnifique. contre, je sais pas si je serais d'accord avec toi dans le sens où tu dis, il y a que le seul narratif, c'est les stablecoins. Tu vois, c'est un peu comme l'IA. Tu peux dire, le narratif, c'est l'IA et pourtant on a vu des trucs qui faisaient que des tu vois, des petites boîtes qui faisaient des petits trucs un peu à peine liés à l'IA, un peu comme la bulle, .com Mmh, où juste le fait d'être un peu lié, tu vois, je te donne un exemple, XPL. XPL, c'est un layer 1, c'est ouais. lié plus ou moins à Tether. C'est un truc qui pourrait complètement bénéficier de la hype sur les stablecoins, alors que c'est pas vraiment lié, c'est plus une couche, tu vois. Et après, les gens, s'ils sont un peu cons et qu'ils sont un peu, comme en crypto, qu'ils zappent sans trop réfléchir, ça pourrait après glisser sur le reste, tu vois. Ah, mais complètement, mais le truc, c'est que encore une fois, tout est une question, tu sais, c'est juste que des maths. C'est-à-dire que la liquidité que tu vas attirer, par exemple, prenons XPL comme tu dis. La Mmh. liquidité que tu vas attirer sur ce token-là ne va pas être massive. Encore une fois, il y a un truc qu'il faut pas oublier et ça, malheureusement, je pense que les gens l'ont un petit peu négligé. C'est-à-dire que les gens comme nous, comme toi, moi et n'importe qui, en France ou aux États-Unis, heu, on a fait les fous en 2021 parce que, on était enfermés à la maison, on n'avait pas de dépenses, Mmh mh. donc on avait du cash de côté et puis on s'est bien marré sur les altcoins. Aujourd'hui, les Américains, ils sont en train de gratter leur épargne pour continuer à vivre. Tu as l'impression que le pays vit bien, mais en fait, l'américain lambda, il flingue son épargne ou alors il utilise sa carte de crédit comme un fou, avec un taux de 20 pour continuer de dépenser et de survivre. Et la seule chose qui fait qu'il trouve de la richesse et ça, c'est des graphiques, c'est vrai que j'aurais pu te les montrer, mais je les ai pas sortis, mais globalement, en fait, l'américain, maintenant, ce qui lui permet de vivre, c'est, il fait de l'achat-revente d'actions, il vend ses actions, il a du cash et puis Mmh. il dépense, quoi. Donc en fait, c'est, la seule chose qui fait la richesse finalement un petit peu des Américains aujourd'hui, c'est le marché action aujourd'hui. Mais sinon, l'épargne est grignotée, les taux sur les cartes de crédit sont monstrueux, donc il y a pas de cash supplémentaire comme ils ont pu avoir avec Biden quand il avait fait un chèque de 1 500 balles à tout le monde. Mais Mmh. ils ont pas de cash pour, mettre sur, du XPL, du Aster, du tout ce que tu veux. Mmh. Il y a plus la liquidité massive qu'on a eu en 2021 encore une fois, tu vois? Donc, et Mmh. il y a plus les market makers, enfin en tout cas les gros market makers enfin la folie des market makers qu'on a pu avoir en 2021 et qui ont déversé de la liquidité, massive et qui ont fait pump, bah, tous les projets qui pouvaient se trouver, quoi. Donc, en fait, le vrai travail d'une personne qui investit sur les altcoins aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver d'essayer d'anticiper, si tu veux, les tendances, quoi. Donc, ceux qui ont, anticipé, hyper liquide, franchement, bravo à vous, tu vois? Mmh. Et pareil pour les projets qui ont suivi derrière. Mais en fait, si vous regardez bien, vous prenez juste un retour en 2 ans, enfin un retour sur 2 ans, vous regardez ce que vous avez fait et ce qui a marché, vous verrez qu'en fait, c'est juste un travail de fourmi que vous avez fait. Mais Mmh. toutes les cryptos n'ont pas explosé parce qu'il y a pas assez d'argent. Il y a pas assez Mmh. d'argent pour les faire pump. Donc, il y a pas de liquidité. Donc, je pense que ça va continuer encore un peu, à moins que les choses changent, d'un Mais point de vue macro. question, tu as quand même des moments, je sais pas, je te prends, janvier, mars 2024, c'était la folie, hein. Tout pumpé, tu avais des shitcoins, à 3 millions qui passaient à 10-15, le lendemain, tu vois? Tu as Mmh. eu aussi, la fin d'année là, avec tous les agents IA, tout ça. Donc on a quand même des périodes, même si elles sont très courtes, qui ressemblent à des sortes d'alt season. C'est pas to the moon, mais en tout cas, c'est vraiment des trucs qui font un peu penser et
si, d'après tout ce que tu me dis, ça devrait pas exister ça. Donc ça naît de quoi? Alors pas forcément, parce que ce dont tu me parles, par exemple, tu vois les tokens qui sont à 3 millions, qui vont à 10, 15 millions. La liquidité, tu le sais, sur ce marché-là, il n'y a pas de liquidité. Donc, il suffit juste qu'il y ait un gros poisson qui pose un énorme Ouais, mais là, c'est billet. tout le Donc, c'est des marché. mecs qui. Je te parle vraiment Ah, de, tu moi, vois, janvier, mars 2024, si tu étais sur le marché, tu t'es mis bien normalement. Bah, il fallait mais vendre. parce qu'il y a Donc eu tu t'es un, mis bien. bah, parce qu'il y a eu un rattrapage monstrueux qui devait être fait aussi sur beaucoup d'altcoins. Donc, il y a eu beaucoup Ouais. de personnes qui étaient investies sur Ethereum et sur Bitcoin, qui sont sur le marché et qui sont on-chain, enfin, qui sont dans la DeFi depuis des années. Et en fait, ces personnes-là, ils ont profité de ce qui s'est passé sur Bitcoin et Ethereum pour ensuite déverser derrière ailleurs. Mmh. Ça, c'est rare. Mais maintenant, aujourd'hui, ces personnes-là, enfin, en tout cas, moi, les personnes que j'ai autour de moi, et moi incluse d'ailleurs, je suis conscient qu'on est dans un monde où Bitcoin commence à prendre un rôle vraiment important. Mmh. Si tu me poses la question par la suite, je te dirai moi ce que je pense pour Bitcoin par la suite, parce que je pense qu'en fait, les, les, les targets de 1 million, etc., je pense que c'est délirant, sauf dans un seul cas. Mais, euh, Ah ouais? mais Tu cette globalement, take? ouais, Ah bah, c'est pour moi, intéressant. pour moi, c'est OK. délirant, sauf dans un seul. Parce qu'on m'a posé la question, un client m'a posé la question, et en fait, t'es, bah, si tu veux, je te répondrai après, il y a pas de problème. Mais OK. globalement, en fait, si tu veux, la liquidité, qui a permis d'avoir la mini alt season qu'on a pu avoir entre janvier et mars 2024, ça a été surtout les personnes qui ont profité de Bitcoin et d'Ethereum depuis le gros dump de 2022 et qui ont commencé à déverser. Et on va pas se mentir, la plupart ont surtout voulu voir leurs actifs grimper et pour sortir tout gentiment. Enfin, je prends l'exemple d'un écosystème, moi, que je regardais d'ailleurs à cette période-là, c'était Métis. Je sais pas si tu t'en rappelles de ça. La layer 2 de la mère de Vitalik? Ah ouais, Ah, quel enfer. exactement. Exactement. Et tu Aïe, vois, aïe. si tu regardes bien le chart, il est parfaitement représentatif de tout ça, tu vois. C'est-à-dire que Elle a explosé, hein, elle, elle à un a moment. explosé à un moment donné, c'était un truc de fou, mais en fait, c'était de Mmh. l'exit liquidity. Ça Ah se oui, c'était de la voyait. merde, oui, oui, c'est clair. Mmh. Voilà. Donc, c'est en fait tout ce qu'on a pu voir sur cette période-là, c'était vraiment pour faire sortir les copains, quoi. C'était l'occasion pour eux de Ouais, faire sortir les copains. Et depuis, si tu regardes bien, ils sont tous morts. Ils ouais. sont tous morts et il y a plus de liquidité. C'est ça dont je te parle. Donc en fait, tu peux avoir ça, mais je pense que pour avoir ça, il faut que tu aies un rallye, de nouveau monstrueux sur les 2 monstres que sont, Bitcoin et Ethereum, en fait. Enfin, moi, c'est ma Mais vision. Après, je peux me tromper. et pourtant, tu quand même je vois des gens parler un petit peu du fait qu'il y a une sorte de rotation. On a vu la rotation de Bitcoin vers Ethereum, par exemple, avec Ethereum qui a fait un x3, Mmh, récemment, et mmh, on voit que ça commence à se déverser petit à petit, mais c'est très, très lent par rapport à d'habitude. Donc ouais. on voit quand même qu'il y a bah, je sais pas si c'est alors c'est peut-être la même liquidité qui est du coup juste en rotation, mais c'est quelque chose qui pourrait créer peut-être une sorte d'altizone, mais peut-être pas sur tous les shitcoins, mais C'est ça, pas sur tout, c'est vraiment c'est toujours encore une fois, tu sais, un espèce de petit travail de c'est ça. comprendre, où va les flux. C'est vraiment enfin. En 2017, enfin moi je te le dis, 2017 c'était l'Afghanistan, hein, c'était, Ah, j'étais pas là, tu mais je te ah crois. bah, tu pouvais poser sur un token, qui mettait le visage de ta mère, le truc il partait en haut, tu t'en fous, c'était n'importe quoi. Non mais vraiment, il faut Incroyable. 2017 c'était tellement un scandale. Je m'en rappelle, je travaillais à Barclays à l'époque, mais ils en parlaient dans tout le desk. Tout le desk des traders ne parlait que de ça. Et ils étaient tous frustrés et tu voyais la haine dans leurs yeux. «Ouais, c'est de la merde, c'est de la merde». Tout tu le voyais, c'était un truc de fou moi j'étais mort de rire et Mmh. je disais: «Putain, OK». Et en fait, 2021, ça a été un petit peu, si tu veux, pour moi, je pense 2021, c'était vraiment le pic, quoi. C'est-à-dire que tout le monde Ouais. avait de l'argent, personne sortait, donc tu avais ton épargne, tu prenais ton chômage, tu prenais ton chômage là que l'État français te donnait, et aux États-Unis, tu recevais tes 1 400 $, 1 500 que Biden a dit: «Ouais, c'est gratos, c'est pour moi». Et les mecs, ils ont acheté tout ce qui pouvait passer. Et puis après, la liquidité, elle faisait que tourner dans tout l'écosystème. Mais la liquidité était énorme parce que les gens n'avaient rien d'autre à faire que ça. Mmh. Là, aujourd'hui, les gens, ils réfléchissent différemment. Et de toute façon, tu le vois d'un point de vue macro, c'est-à-dire que les gens, par exemple, et tu as des boîtes hyper connues, style Nike, tout ça, les gens, ils achètent moins de Nike.
ils font attention à tout ce qu'ils consomment. Et tu as des Mmh boîtes mh. qui sont des monstres, bah, elles se font démonter. Nike, c'est moins 60% ou moins 70% depuis 2022 en bourse. Ouais. Putain, on parle de Nike, quoi. On parle pas on parle pas du boulanger d'en bas, tu vois. Donc, les gens réfléchissent différemment, consomment différemment, dépensent différemment. Et ça impacte tout. Et ça impacte aussi la crypto parce que les gens, moi, je te le dis, et je pense que peut-être toi aussi, tu vois, autour de toi, moi, tous mes potes ne mettent plus une bille dans la crypto. Pourtant, c'est des C'est dead gen, clair. hein. Et pourtant, ils sont tous niqués dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils achètent des boîtes de merde sur le CAC 40, ils sont contents, hein. Mais Oui, mais non, mais ça tu vois le ça, c'est délire. aussi parce que ça perf pas. Je Ouais, pars du ouais. principe je trouve que les gens, ils ont tendance à revenir dès que ça pump, tu vois? Ils Ah ouais, apprennent c'est pas vraiment. exactement. Ils apprennent Voilà, jamais. ils apprennent jamais. Voilà, donc Ils c'est apprennent des jamais. gens que je considère pas comme partis définitivement, juste temporairement, tu vois? Ouais, ouais, bah, après, ils ont vu Bitcoin grimper jusqu'à enfin, moi, je leur avais dit d'acheter sous les 20 000, hein, Ah oui. d'accord? Et ces mecs, ils n'ont pas acheté. Et quand le truc est monté à 100 000, il y en a pas un qui m'a dit: «Ouais, quand est-ce que je rentre?» Il y en a pas un seul. Et là, Ah ouais. on était monté à 123 000, j'ai toujours pas eu de message. Il dit: «C'est de la merde». Je sais pas, moi j'ai eu le copain de ma grand Ah, le son a coupé, je t'entends pas très bien. Ah, là, c'est mieux. ah pardon, Ouais, j'ai mon casque qui s'est déconnecté, pas de souci. tu m'as entendu? Ouais, ouais, je t'entends. Je t'entends, mais je Ah t'ai OK. pas entendu quand tu parlais Ah, je te disais, moi de ton anecdote. j'ai le copain de ma grand-mère qui m'a parlé d'acheter du bitcoin en fin d'année, c'était à Noël, je me souviens. Heu, donc tu vois, ça a quand même atteint des strates et c'est pas le seul, hein, partout parce que c'était à la télé, donc même à 100 000, il y avait des gens pour l'acheter, tu vois? Ah ouais, ouais, non, mais je t'ai dit, j'ai vu à la télé, je pense que pour moi, bah, j'avais fait un tweet dessus, pour moi, c'était un top aussi. C'était quand, Touche pas à mon poste en a parlé. Quand j'ai vu Touche pas à mon poste parler Ouais. de Bitcoin, j'ai fait: «Bon, OK, là, c'est bon les gars, on remballe, on va aller plus bas». Bon, bah, derrière, ça a pas raté, on est parti à 75 ou à Ouais. 79, tu vois? Donc, non, mais Mmh. je suis d'accord, tu en auras toujours, mais franchement, c'est beaucoup moins que ce qu'on a vécu en 2021. Ah, mais c'est sûr. Mais 2021, c'est pour moi, on peut pas attendre un 2021, ça n'a pas de sens. Par voilà. contre, tu peux attendre quelque chose, bon, l'avantage qu'on a par rapport à 2021 qu'on n'avait pas, c'est aussi, la régulation, tu vois? C'est le fait que ça commence à être quelque chose qui est régulé, qui est respecté et tu vas commencer peut-être à avoir des cryptos dans le Nasdaq, tout ça et voir potentiellement un narratif, mais comme tu dis, bon, ce sera surtout stablecoin. Ouais, c'est mon avis et puis aussi les sociétés, qui font enfin encore non, ça je pense pas, mais globalement, ouais, je pense que là, quand on va commencer à voir des sociétés style Kraken, entrer en bourse, c'est ce qui va se passer là d'ailleurs l'année prochaine Mmh. et que tu en as d'autres qui commencent à vouloir rentrer en bourse. Ouais, on peut commencer à voir un petit peu la crypto prendre, du galon et être un peu plus sérieuse aux yeux des investisseurs, mais le truc, c'est que les fonds vont rester dans la bourse traditionnelle. C'est enfin, moi, j'ai du mal en fait, c'est le truc pour moi, il s'institutionnalise, tu vois? Mais attends, mais Et pourquoi? Parce j que pardon, hein, je t'ai non, coupé, vas-y, mais vas-y, vas-y. si tu as des applications, je te donne un exemple, Polymarket, Ouais. je vais pas prendre Pumfun parce que Pumfun, c'est particulier, mais Polymarket qui a un très bon business ou Hyperliquid qui a un Mmh. très bon business, si ces entreprises arrivent sur le marché tradi et que les gens voient que non seulement, c'est des trucs qui gagnent énormément d'argent, mais en plus qu'ils ont ils sont directement exposés à ces gains via les buybacks, tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient pas, en fait? Pour une raison très, très simple. Ce qui intéresse les institutionnels et cetera, c'est d'avoir le contrôle. Donc si Mmh. tu regardes bien toutes les sociétés qui sont cotées en bourse, tu verras à chaque fois quand tu regardes l'actionnariat, tu as toujours des fonds d'investissement, BlackRock, Vanguard et cetera qui détiennent 5, 10, parfois même 15% de la boîte, d'accord? Eux, Mmh ce qu'ils mh. veulent, c'est avoir un certain contrôle sur ces boîtes-là. Ils savent que s'ils vont, heu, sur la sur le marché crypto directement, ils n'auront aucun contrôle. Ils Mmh. n'auront aucun contrôle. Pourquoi? Parce que la plupart de ces projets sont enfin il y a 2 choses. Un, le token pour eux, ils estiment et ça après chacun son avis, mais ils estiment que le token n'a pas d'utilité pour eux. C'est-à-dire qu'ils vont se dire qu'en réalité, ils ne vont rien en tirer eux comme gain.
donc ils vont pas mettre des billes dedans, Mmh. d'accord? Donc par exemple, je te dis une bêtise, BlackRock ne va pas mettre des billes dans Solana, par exemple. Ils vont pas mettre de billes dans Solana parce que pour eux, le token, Solana ne leur rapporte rien. Ils s'en foutent. Ils ont aucun intérêt à mettre des milliards dans des tokens, Solana, sachant que pour eux, hormis, avoir une gouvernance et payer moins de frais, enfin et payer les frais en Solana, je caricature, mais c'est un peu ça, ils vont se dire: «Mais en fait, on va rien y gagner. Le retour sur investissement, il va être moindre, voire nul». Donc ça, Mmh. c'est comme ça qu'ils voient le truc. Et puis de l'autre côté, les sociétés qui sont derrière, donc les fondations, tout ça, je prends l'exemple de la fondation Ethereum, tu vois? Ils savent qu'ils n'auront pas de contrôle. Ils savent qu'ils Mmh. n'auront pas de contrôle sur le projet en lui-même. Ils savent que le Après, contrôle, il est ils peuvent devenir vas-y, vas-y. validateurs sur Hyperliquid, en vrai. Ethereum, Mais c'est le truc, compliqué, mais tout le monde Ethereum, n'est pas c'est Ethereum. compliqué. Ouais, c'est Mais ça, Hyperliquid, Ethereum, c'est c'est très différent quand même. compliqué et Circle, ils vont devenir Hyperliquid, c'est validateurs, tu vois? on est bien d'accord. Mais après, est-ce que BlackRock a véritablement envie de devenir validateur et de se lancer dans un truc comme ça, alors qu'ils ont des Je sais business pas. qui leur rapportent déjà, tellement d'argent? Et je pense aux ETF, tu vois? Les ETF, c'est une vache à lait pour eux. Donc en fait, Bah, c'est après, ils ont lancé un token aussi, quand même. Ils ont le Beedle, tu vois? Et d'ailleurs, ouais, quand tu ouais. les écoutes BlackRock, ils parlent beaucoup de s'intégrer dans le Web3 de plus en plus. Ah mais clairement et de toute façon, je te dis, je le vois, mais après, entre le dire et le faire, il y a toujours un monde et Larry Fink, il Mmh. m'a toujours, montré ça donc s'il le fait, il y a pas de problème et je serais vraiment heureux pour l'écosystème mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, quand tu fais le calcul rapidement, moi, je vois pas ce qu'ils en tirent comme gain. Le seul gain pour moi qu'ils en tirent, c'est ces fameux ETF-là qu'ils ont créés et cetera, parce que les frais, ils rentrent dans leur poche et ils étaient parfaitement conscients que beaucoup de gens allaient investir dans ces ETF-là et c'est là où ils font les gains. Par contre, Mmh. acheter le token directement, moi, enfin, vraiment, hein, je suis Larry Fink, je mets, je te dis une connerie, je mets 10 000 000 pour acheter 10 milliards de dollars de Solana. Vu l'écosystème, vu le manque de liquidité, etc., c'est compliqué de dire oui, il est certain qu'on va faire tel rendement dessus, etc. C'est un risque pris monstrueux de leur part. Tu vois ce que je veux dire? Et Après, sur un Solana, truc qu'ils ne contrôlent pas, encore une fois. pour moi, c'est un mauvais exemple parce que c'est une layer 1. Moi, je suis beaucoup plus application, ce qui fait du Mm, revenu. Mais un truc comme, je sais pas, AAV, Polymarket, je te dis pareil, Polymarket, c'est un domaine qui n'avait jamais été fait auparavant, la prediction market, mm, en tout cas dans cette forme-là. bien sûr. Heu et il y a peut-être un marché qui est énorme, tu vois? Juste le perpétuel, le perpdex à la Hyperliquid, il y a peut-être un marché qui est gigantesque en réalité et on a peut-être exploré que 0,01 et après Ah, tu te rends compte que mais ça peut clairement, générer des revenus de fou, tu vois? clairement. Ah, Mais le truc, c'est que moi, ces sociétés-là, je suis quasi certain qu'elles sont capables de développer leur propre truc. Moi, c'est ce qui me fait le plus peur aussi. leur propre truc? C'est quoi leur propre Leur truc? propre, leur propre projet, en fait. Par exemple, tu me parles de Starbucks. Ah! Oui, Ils OK. sont capables de créer leur propre projet, vraiment avec leur tech et cetera et de mettre tous les fonds nécessaires auxquels n'auront plus peut-être forcément accès, les personnes qui sont enfin les projets qui sont, on-chain aujourd'hui. Ça, c'est une vraie possibilité. Donc mais encore une fois, hein, je moi, moi qui écoute beaucoup Larry Fink, je sais il dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'il pense, vraiment. Mmh. Mais il y a beaucoup de choses qu'il dit parce que, c'est dans son intérêt que les gens aillent dedans et qu'il y ait une hype pour ensuite lui en sortir. Il a toujours fonctionné de cette manière-là. Donc moi, je pense que c'est possible, vraiment, hein, qu'il investisse encore davantage dans la crypto et je parle vraiment de l'écosystème en lui-même. C'est probable, mais je n'y croirai que quand la news arrivera, Mmh. vraiment. OK. Je préfère ne pas spéculer. Mais après, c'est parce que l'IA est tellement importante, vraiment, enfin, je pense que il faut regarder encore les montants, ils sont tellement délirants que Ouais. je vois pas comment on peut estimer encore que la crypto peut attirer des fonds aussi massifs que ce que l'on peut voir sur l'IA, par exemple. En fait, C'est est-ce que parce que c'est vrai que, tu compares l'IA et la crypto, c'est vrai qu'il y en a un qui est plus sexy que l'autre, même pour moi, c'est l'IA. Mais l'IA, on a quand même bien, milqué le truc, à un point où il y a beaucoup de gens qui commencent à avoir peur.
Mmh. Imaginons qu'on arrive sur une sorte de bulle. Enfin, on est dans une bulle, mais imaginons quoi, que la bulle éclate. Est-ce qu'il y a un monde où ça peut bénéficier au second narratif, c'est-à-dire la crypto, ou pas du tout en fait? Ou juste l'existence même de l'IA fait que la crypto, ça ne verra pas la Bah, lumière, quoi? je vais te dire les choses très franchement. Moi, je pense que c'est une bulle. Enfin, je suis même certain que c'est une bulle. Oui. Je j'avais fait un tweet, il y a la semaine dernière en me disant qu'il y avait 3 scénarios. Le premier scénario, c'était, la belle histoire et qu'en clair, Nvidia était, la grande société un peu qui avait du pétrole en fait, hein, qui a créé son propre pétrole et qui le déverse et qu'en réalité, on n'est pas dans une bulle et qu'on est dans un truc sain, tu vois? Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est la bulle qui éclate et c'est Armageddon. Et puis la troisième, c'est-à-dire que la bulle éclate, mais derrière, en fait, tu as des acteurs qui vont disparaître pour que de nouveaux émergent et en clair, on a une espèce d'atterrissage, un peu brutal, mais qui reste un petit peu en douceur, c'est-à-dire qu'on va repartir de plus belle par la suite. Moi, mon scénario et là, du coup, je vais revenir sur la crypto, c'est-à-dire que moi, je pense que la bulle va péter et le jour où elle pète, ça va pas être beau et il y a pas un monde où les fonds ah non, mais ça va être très, très moche et Mmh mh. il y a des acteurs qui vont disparaître et ça peut finir en récession, en fait et en récession mondiale. Mmh. Voilà, Ouais. ça, c'est mon scénario. Le scénario bulle internet, je le vois, c'est comme ça que je le vois. Parce que Mmh. ce que tu vois aujourd'hui, en fait, c'est, des systèmes, en fait, limite triangulaires, en fait. C'est-à-dire que l'exemple typique qu'on a vu, il y a 2 semaines, c'est, Nvidia qui dit: «On va investir 100 milliards de dollars sur OpenAI». Donc Nvidia Mmh. donne 100 milliards de dollars à OpenAI. OpenAI, ils disent: «Ouais, on prend les 100 milliards de dollars, en fait, on va investir pour acheter, 100 milliards de dollars de puces Nvidia». OK. C'est Donc en circulaire, quoi. fait, voilà, c'est en fait, ils ont donné de l'argent pour facturer, pour se faire facturer, quoi. Tu vois, on en est là et ça, c'est ce qu'on Mmh. voyait lors de la bulle internet. Ça, c'est des trucs qu'on Ah, voyait, c'est incroyable. OK. ça, c'est ce qu'on voyait, tu regardes, tu prends 98 jusqu'à 2000, tu voyais que ça, pendant la bulle internet. Donc et ces trucs-là, c'est pas une fois, c'est comment il y a ça fait déjà deux trois fois qu'on le voit. Donc Mmh. et c'est pour moi, hein, c'est et en plus de ça, pour revenir un petit peu à la macro, quand tu regardes les données, de la croissance américaine sur les 2 premiers trimestres, la l'IA, les dépenses en IA ont contribué massivement sur le taux de croissance américain. Si tu veux, en clair, la consommation des ménages, donc des gens comme nous, elle était à la cave. L'immobilier, aujourd'hui, il est à la cave parce que les prix sont beaucoup trop élevés et les taux sont trop élevés et il y a pas assez de construction. Donc en fait, il te reste que les investissements et c'est les investissements qui font grimper qui font grimper la croissance américaine. Donc en fait, tu as Mmh. une économie avec un moteur et le moteur, c'est le CAPEX. Donc c'est les investissements dans l'IA, quoi. Il y a rien d'autre. Mmh Je mh. caricature, mais c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, si, je te dis une bêtise, mais si en fin d'année, à un moment donné, on nous dit: «Bon, bah, les CAPEX, ils ralentissent, enfin les investissements en IA ralentissent» ou que, bah, qu'en fait c'était du bullshit, il y a pas un monde où les fonds basculent sur la crypto. Ça n'existe pas parce qu'en fait, il y aura plus de fonds. Parce qu'à un moment Ouais. donné, il y a eu des prêts qui ont été, enfin, il y a eu des financements, hein, c'est des financements, c'est pas de l'argent qu'ils Mmh. ont, pondu. Ce sont des financements et à un moment donné, l'argent, il va falloir qu'il reparte quelque part, quoi. Il faut qu'il rentre, qu'il revienne aux personnes qui ont prêté et s'il revient pas, bah, à un moment donné, ça s'appelle une crise. Donc Mmh. C'est ça. il y aura pas un monde enfin, si la bulle l'IA éclate, la seule chose la seule chose que vous devez faire, c'est sortir vos fonds, quoi, pour être très clair. Ouais. Donc OK. OK. Je vois qu'on a beaucoup de questions. Je vais avancer un petit peu, après on prendra quelques questions. Juste pour revenir du coup à la crypto, là, on ouais. en est où? Là, à l'instant T, tu vois? On va pas parler du futur parce que Mmh, tu avais dit des trucs intéressants, sur lesquels j'aimerais t'amener après. Mais là, à ouais. l'instant T, on en est où niveau macro? Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, niveau macro, pour revenir après sur la crypto, en fait, aujourd'hui, heu, pour moi, en fait, Bitcoin a été un peu la lumière, si tu veux. Ça a été comme un phare. Mmh. Vraiment, Bitcoin a été un phare sur les marchés. Pourquoi? Parce que
Pour expliquer un petit peu comment fonctionne un investisseur institutionnel, c'est-à-dire qu'il a ses liquidités, d'accord? Ça, c'est une énorme poche de cash. Ce qu'il fait, il fait dans l'ordre, hein, c'est-à-dire qu'une grosse partie du cash va aller dans des trucs un peu plus sécures, hein. Donc ça va aller sur de la dette américaine ou de la dette, souveraine, quoi, de la dette d'État. Donc il va mettre cet argent-là là-dedans parce qu'il part du principe que les États ne vont pas faire faillite, donc ça va lui apporter des intérêts tous les ans, d'accord? Mmh. Ensuite, quand il a alloué cette partie-là du cash à ces trucs-là, il prend une autre partie de cash et il va acheter des actions style Max 7, quoi. C'est-à-dire des Nvidia, des Apple, etc. Enfin, des belles boîtes bien établies, Visa, etc. Des belles boîtes bien établies et qui vont, en clair, résister à toutes les turbulences et qui vont faire leur performance, en tout cas qu'ils attendent dans leur modèle, tu vois. Mmh. Quand ils ont fait ça, ils vont commencer un petit peu à aller sur des boîtes un peu plus spéculatives. Donc à l'époque, Palantir, Robinhood, Mmh. Circle récemment, et cetera, et cetera, et cetera. Et ensuite, la poche de cash qui reste, elle va sur la crypto. Ça, c'est les institutionnels aujourd'hui. OK? Mmh. Donc le fameux 5%, 3% d'argent de cash, enfin 5-3% de ton portefeuille que tu vas allouer sur les cryptos, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui pour les institutionnels. Donc, ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, en fait, tant que Bitcoin continue de grimper, le marché va bien. Moi, ça a été. Et le truc, c'est que tu le vois. Tant que ça grimpe, le marché va bien. Mmh. Donc, aujourd'hui, enfin, en tout cas, ce mois-ci, ce qui s'est passé, c'est que on commence à se rendre compte, en fait, que l'inflation n'est pas complètement combattue. De l'autre côté, on se rend compte que la croissance, bah, en fait, c'est l'IA qui fait tout. Mmh. Et le dernier truc, c'est qu'on se rend compte que le marché de l'emploi va pas très bien. Parce que qui dit marché de l'emploi qui va pas bien, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes au chômage, dit que bah, l'économie va pas aller très fort dans les mois qui suivent. Et donc, du coup, on commence à s'inquiéter. On se dit, ah, peut-être qu'en fait, tout l'argent qu'on a mis sur Visa, etc., parce qu'on pensait que l'économie allait se porter bien dans le futur, eh bien, en Mmh. réalité, c'est peut-être une erreur. Donc, les marchés vont prendre un coup. Ça, c'est les mécanismes d'aujourd'hui. Et donc la Fed aujourd'hui a baissé les taux en septembre parce qu'il Mmh. disait la croissance, ça va bien, ok. L'inflation, elle est à 3%, c'est pas l'objectif. On veut aller à 2% et le but, c'est quoi qu'il arrive d'aller à 2%. Mais on baisse de 25 points de base, on baisse de 0,25 parce que le marché de l'emploi, il va pas bien. Alors, les gens, ils me disent, oui, mais le taux de chômage, il est à 4,3%, mais il y a deux mécanismes. Il y a le premier mécanisme, c'est, enfin, le mécanisme global, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, en fait, tu as plein de gens qui, euh, qui, euh, qui, qui ont été, entre guillemets, licenciés par le gouvernement américain, d'accord? Au début, Mmh. enfin, quand il y avait Biden, il créait des emplois de fous de partout aux États-Unis dans le gouvernement. Tu avais énormément de personnes qui avaient été employées dans le gouvernement. Ça représentait 60% des créations d'emplois aux États-Unis, hein, le gouvernement. Tu vois le Waouh! délire. Ah ouais. Oh la OK? vache. Donc Ouais. ça, ouais, lui, il a fait ça pour faire croire à tout le monde qu'il n'y avait pas de récession. Bon, il Mmh. a bien réussi. Donc ça, c'est ce qu'il faisait. Et donc Trump, quand il est arrivé, il a dit, oh là là, on arrête ça, on va geler les recrutements et on va virer tout le monde. Donc du Mmh. coup, ça te fait plein de monde qui arrive au chômage. Et de l'autre côté, ce qui s'est passé, donc tu me dis, mais s'il y avait que ça, bah, en clair, le taux de chômage, il aurait dû exploser. Bah, en fait, ce qu'a fait Trump, c'est il a limité l'immigration. Il y a eu des personnes qui ont quitté le pays aussi. Donc en fait, ça fait moins de Mmh. personnes qui sont en recherche d'emploi. Donc en fait, Mmh. mathématiquement, ça se réajuste tout ça. Et donc tu restes en fait à un taux de chômage qui reste quasiment égal à ce que l'on a pu voir l'année dernière ou l'année d'avant. Mmh. Donc eux, ils savent tout ça. Et donc, ils voient que le marché, il est quand même inquiétant parce qu'avec l'IA, il y a eu beaucoup de licenciements et ça va continuer. Mais pour l'instant, il n'y a pas trop de demandeurs d'emploi, comme ça aurait pu être le cas s'il y avait l'immigration qui continuait à tourner toujours aux États-Unis. Donc, Mmh. Powell, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a baissé de 0,25 pour essayer de gagner du temps et de voir les futures données. D'accord? Mmh. Ça, c'est ce qui s'est D'accord. passé en septembre. Donc, le marché, il a un peu peur parce qu'il se dit, oh, il y a quand même un truc qui va pas très bien. Donc, c'est pour ça que le marché, il commence un petit peu à ralentir. Enfin, en tout cas, Mmh. sur les actifs plus risqués, style Bitcoin ou Ethereum.
Mais est-ce que ça veut dire que ça va être la merde dans 2 mois, enfin dans 1 mois ou 2 mois? Moi, personnellement, je pense pas. Moi, si tu me OK. demandes mon avis sur la crypto, moi, je pense qu'on a encore une jambe haussière. Mmh. Voilà. Ça, c'est mon avis. Moi, mon objectif en début d'année, c'était 135 000-150 000 et je pense vraiment qu'on ira. Par OK. contre, si on ne fait pas de plus haut historique dans les semaines à venir et qu'on casse pour moi les 90 000 dollars, parce que je crois que c'était le niveau que j'avais dit d'ailleurs lors du live qu'on avait fait ensemble. Mmh. Pour moi, faut fermer la boutique et on se J'espère, ouais. reverra au prochain cycle, quoi. Mais, Ouais. euh, mais pour moi, je vois pas de signaux qui me disent c'est la fin. Je vois pas pourquoi ce serait la fin. Mmh mh. Donc, pour moi, OK, on est juste en train de se faire peur pour l'instant. On gagne du temps et il c'est y a ça. d'autres trucs qui peuvent faire que l'économie puisse avoir d'autres moteurs de croissance, en fait. C'est ça. Mais c'est là-dessus que je voulais t'amener parce que, bah, j'ai l'impression que le marché attend un petit peu aussi, les baisses des taux petit à petit. Tu as aussi, Trump qui va commencer à virer, enfin il va partir, Powell et qui va sûrement mettre un peu, une puppet quoi. Ouais. Et tu parlais d'un truc aussi, la dernière fois en live que j'ai rien bité, mais ça avait l'air bullish, donc voilà. C'était, je sais plus sur l'immobilier, j'ai Ouais. pas suivi, je suis désolé, mais en tout cas ça avait l'air très intéressant. Donc il y a quand même des potentiels catalyseurs. Ouais, ouais, il y a des catalyseurs. Et en fait, le truc, c'est que les gens pensent que Trump d'aujourd'hui, c'est le Trump de 2017, mais en fait, il a un mec qui est tellement smart avec lui. J'en avais parlé en début d'année, personne connaissait en France. Et il s'appelle C'est Scott qui? Bessent. Ah, Scott Scott Bessent, Bessent. c'est le secret. Mmh. Voilà. Et personne suivait ce qu'il disait. Moi, le truc, c'est que quand tu sais que son mentor, c'est l'élève de George Soros, c'est-à-dire que c'est un mec, il faut que tu regardes, il faut que tu l'écoutes. Donc, j'ai Mmh. passé mon temps à écouter, à regarder un petit peu comment il réfléchissait, etc. Et en fait, ce mec a une connaissance de la finance et de l'histoire financière qui a un niveau, mais lunaire. Donc, le mec, il connaît tous les mécanismes. Mmh. D'accord. Donc, aujourd'hui, il sait qu'avec la Fed, c'est compliqué. Il a essayé d'avoir l'aide de la Fed sur pas mal de choses. Il a vu que ça a été impossible parce que Powell, finalement, a agi comme un homme politique pendant 1 an. Donc, ils n'ont pas voulu, chercher plus loin. Et c'est ce qui a fait aussi que Trump a pété un plomb et avec tous ses tweets où il dit qu'il veut le virer. Voilà, c'est aussi pour ça, hein, parce que ils ont des plans en tête. Ils se rendent compte qu'avec Powell, c'est compliqué. Et je comprends Powell, hein, attention, hein, je ne dis pas que Powell fait une connerie là-dessus. Mmh. Mais je comprends la frustration des deux, quoi. Mais aujourd'hui, il y a on est en train d'approcher d'un moment où il y a des solutions qui vont commencer à se mettre en place pour la suite. Donc, moi, ma théorie, maintenant, ça vaut ce que ça vaut. Par exemple, sur l'immobilier, il y a, comme je te l'ai dit, tu as plusieurs trucs qui font que la croissance est un peu biaisée. Donc, le fait qu'en fait, c'est que l'IA qui fait la croissance aux États-Unis aujourd'hui. Mmh. Mais ce que veut faire Trump, justement, c'est que ce ne soit plus le cas. Parce qu'il sait que si l'IA s'arrête, c'est la merde pour les marchés financiers et c'est la merde pour son programme, c'est la merde pour Ouais. tout. Donc aujourd'hui, il compte beaucoup sur l'immobilier pour deux choses. Parce que, un, c'est 20% du PIB américain. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, parce que le coco, il a un parc immobilier et il en a marre de se faire fumer par les taux élevés, etc., etc. Donc il a envie, bien évidemment, de faire du business, hein. Toujours la même logique avec Trump. Donc du Mmh. coup, le truc, moi, que je racontais lors du dernier Space, c'était que, en fait, si tu veux, aux États-Unis, c'est pas comme en France. En France, quand tu veux acheter un bien immobilier, ta banque, vraiment, encore une fois, je caricature, je vais très vite, hein, mais globalement, ils vont regarder leur référence, c'est les taux longs de 10 ans français. Donc le taux Mmh. auquel la France s'endette sur 10 ans. D'accord. Le Mmh. 10 ans OAT, ça s'appelle. Donc ça, c'est vraiment leur taux de référence. Donc si le taux 10 ans français est à 3%, ton crédit immobilier, ça va être ce taux-là, plus la marge bancaire, plus l'assurance. Voilà, ça ressemble à ça. Aux Mmh. États-Unis, c'est différent. Pourquoi? Aux États-Unis, c'est le taux, pareil, la même chose, c'est le taux long terme auquel les États-Unis se financent sur les marchés.
Mmh. plus, bien évidemment, la marge bancaire, plus l'assurance, plus un autre truc supplémentaire. Et c'est ce dont je te parlais, c'est-à-dire les MBS, les frais qu'il y a sur les MBS. Les MBS, c'est quoi? C'est-à-dire que aux États-Unis, les banques, quand elles vous accordent des prêts, ces prêts-là, elles les mettent dans un produit, Mmh. d'accord, qui s'appelle un MBS. Et ces produits-là peuvent être échangés sur un marché entre toutes les banques. D'accord? Mmh. Comme Mmh. ça, ces trucs-là, tous les prêts sortent du bilan financier des banques. Et donc, ils ont une OK. meilleure santé aux yeux des investisseurs, et cetera, et cetera. Ça, c'est le premier truc. Et puis, de Mmh. l'autre côté, c'est de faire du business sur les prêts qu'ils vous accordent. C'est-à-dire que Mmh. ces produits-là, ils ont un prix, donc bien évidemment, ils vont recevoir des coupons, enfin, ils vont recevoir des intérêts sur les crédits qui sont dans ces boîtes-là, entre guillemets, donc sur ces MBS-là. Et ces MBS, qui sont des produits qui ressemblent à des dettes, ben, en fait, ils vont recevoir, quand ils vont les racheter, quand ils vont en acheter, ben, ils vont recevoir des coupons, ils vont recevoir des intérêts sur ces produits. Donc en Mmh. fait, ils font du business sur votre dos, en fait, très clairement. Mmh mh. Et les frais derrière tous ces produits-là, ils les répercutent sur le ménage. Mmh. Donc tu as un décalage monstrueux entre le taux 10 ans, ou 20 ans ou 30 ans américain et le taux immobilier auquel le particulier américain va emprunter. Donc le taux d'aujourd'hui, de 30 ans pour te dire, hein, Mmh. il est à 4,80 je crois. Bah, Ouais. le taux d'emprunt moyen d'un Américain pour acheter un bien immobilier, maintenant, c'est 6,30 ou 6,50. Tu vois Oh! l'écart comme il est monstrueux, Putain, ouais. Mmh. d'accord? Et, Mmh. avant, le gap était encore plus fort. Donc Mmh. aujourd'hui, Scott Bessent et Trump, ils voient que c'est la merde pour l'immobilier, qu'il n'y a plus de construction, que les taux sont trop élevés et que les prix sont trop élevés parce qu'il n'y a plus assez de construction. D'accord? La demande est trop importante, il n'y a pas assez de personnes, il n'y a pas assez de constructeurs qui construisent parce qu'ils n'ont plus aucun intérêt à le faire. Donc, les prix grimpent. Donc, Trump est conscient que l'immobilier est à l'arrêt. Donc, l'un des plans potentiels, et il y a eu pas mal de discussions, et en vrai, quand tu creuses bien, tu vois le truc ressortir un petit peu, c'est-à-dire que les sociétés qui gèrent le marché des MBS, eh Mmh. bien, rachètent les MBS. D'accord? Avant, c'était la Fed qui le faisait. Avant, la Fed, D'accord. quand elle faisait la planche à billets, elle achetait de la dette d'État, elle achetait de la dette des entreprises et elle achetait des MBS. Pourquoi? Parce que quand tu achètes les MBS, bien évidemment, ça va alourdir le coût du crédit. Parce que du coup, tu Mmh. auras une demande qui est tellement forte, d'accord, Mmh. que derrière, en fait, l'écart qu'il y a dont je te parlais là, entre le prêt, entre Mmh. le taux du prêt immobilier et le 10 ans, 20 ans ou 30 ans américain, bah, il va se réduire en fait. Mmh. C'est ça le truc. Et donc, du coup, le plan, c'est que les sociétés qui gèrent ces marchés fassent ce que faisait la Fed, c'est-à-dire qu'ils rachètent les MBS. Et s'ils le Mmh. font, bah, cet écart qui est monstrueux va se réduire. OK. D'accord? Et donc, du coup, tu Mmh. relances ton économie et en fait, enfin, tu relances le marché immobilier. Les Américains vont commencer à se dire: ah, les taux, ils ont baissé, c'est génial, je vais pouvoir acheter. Et tu relances la machine du crédit, en fait. Et donc, ton économie tourne plus fort. Et elle continue de tourner. Et les marchés Mmh. vont dire: ah, c'est génial, l'économie top, donc on injecte de la liquidité. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et la Fed, bien évidemment, qui va voir que l'économie va bien, bah, va agir en conséquence. Parce que du coup, la vraie masterclass derrière ce coup-là, c'est-à-dire que si le marché de l'immobilier il reprend, donc automatiquement, les taux vont baisser. Et lui, ce qu'il veut faire de l'autre côté, c'est relancer l'offre en mettant une urgence nationale sur le logement. Donc, en fait, il va payer les constructeurs, il va les subventionner, il va leur donner des terrains pour construire des maisons. Et donc, Mmh. en fait, les prix des maisons vont baisser progressivement. Et de l'autre côté, du coup, les loyers vont baisser aussi parce que les gens vont moins louer, ils vont plutôt aller acheter. Et Mmh. donc, en fait, tu vas faire réduire ton inflation. Donc, ton inflation, elle baisse. Ton marché de Mmh. l'immobilier, il repart à la hausse. Donc,
pourquoi est-ce que la Fed ne baisserait pas les taux? Mmh. Tu vois ce que je veux C'est dire? clair, Et c'est ça, c'est en clair. fait, qu'ils veulent faire. Le plan, il est technique, je sais que c'est très technique et tout, mais en fait, le projet, il est double. C'est-à-dire de réduire les prix des loyers parce que ça flingue l'inflation. C'est ce qui fait aussi que l'inflation est à 3% aujourd'hui. De Mmh l'autre mh. côté, ils relancent l'immobilier et ils vont forcer la Fed, en fait, à continuer à baisser les taux progressivement et pour de bonnes raisons, pas pour de Mmh. mauvaises raisons. Parce que ce qui fait, à chaque fois, tout le monde te dit, ouais, quand les taux baissent, les marchés ils chutent, mais ça chute parce que les marchés comprennent qu'on baisse les taux pour de mauvaises raisons. Mais si Mmh. tu baisses les taux pour de bonnes raisons, Mmh mh. c'est pas la même chose. Les marchés, ils vont apprécier ou ils vont D'accord. stagner. Donc en fait, là, si on avait baissé les taux, en septembre parce que les données étaient bonnes, ça aurait été bullish. C'est juste que les données étaient pas bonnes Ouais, et du coup, ça a un peu inquiété les gens de pourquoi est-ce qu'il fait ça alors qu'il disait qu'il le ferait pas, quoi. exactement. Mais ça n'inquiète pas énormément. Pour l'instant, on se pose des questions, on se dit quand même, Ouais. il faut que les prochaines données ne soient pas déconnantes. Donc il a baissé. Donc en fait, là, tu comprends tout de suite pourquoi Trump a baissé. Il a baissé pour dire, on n'est pas en retard, vous inquiétez pas les mecs, on sait ce qu'on fait, on a compris. On a compris que vous êtes inquiets. Nous aussi, il y a des choses qu'on regarde et qui ne nous plaisent pas. On baisse parce qu'on ne veut pas être en retard. On Mmh. anticipe. Par contre, on verra les prochaines données. Mais si les prochaines données montrent qu'en fait, on a peut-être un peu trop paniqué, ben on ne va pas baisser les taux. D'accord. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme ça en fait Ouais. qu'il fonctionne. Donc, il a fait un move, et c'est ce que j'avais dit moi sur Twitter quand il avait fait ses discours, etc. Pour moi, c'était complètement compréhensible qu'il baisse les taux de 0,25, tu vois. Donc pour moi, il Mmh. avait fait un bon move. Il gagne du temps. Donc là, les marchés, ils gagnent du temps, mais ils se posent des questions. Donc c'est pour ça que la crypto, par exemple, a baissé. Parce que, bien évidemment, comme je t'ai expliqué, les institutionnels, tu vois, le dernier truc qu'ils achètent, c'est Bitcoin et Ethereum. Par contre, quand ça pue, le premier truc qu'ils vont vendre, c'est la crypto. Donc c'est le mouvement que tu vois aujourd'hui, en fait. D'accord Et c'est et pour du ça que tu as moins d'inflow sur les cryptos. bien sûr et du coup, si tu devais jouer à Madame Irma là, qu'est-ce qui se passe, fin 2025? Qu'est-ce qui se passe 2026? Ouf, c'est dur. C'est Moi, dur, fin hein? Ça peut 2025, ouais, arriver. trop dur. Moi, fin 2025, je vends un rallye de fin d'année. Parce Ah que, ouais? Tu as pas ouais, besoin d'attendre, justement que tous les projets se mettent en place, que l'autre il soit remplacé, les tu vois? marchés, ils vont anticiper tout ça. Oui, Moi, c'est vrai, après, peut-être c'est je vrai, suis tu as raison. idéaliste, hein. Non, Peut-être mais je tu as suis raison. idéaliste. Pourtant, de base, tu vois, je suis pas quelqu'un de très méga boule, tu vois. Je suis pas en train de te dire tous les jours qu'on fera 10%. Mais le truc, c'est qu'en fait, moi, je le vois gros comme une maison, mais pour moi, ils vont commencer à annoncer des trucs sur l'immobilier le mois prochain ou le mois d'après, grand max. Mmh. Enfin, c'est-à-dire octobre, novembre, ils vont annoncer des trucs sur l'immobilier et le marché va commencer à se dire, OK, l'immobilier va repartir plus haut et en fait, l'économie va bien se porter par la suite. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Mmh. Moi, la seule chose qui m'inquiète, en fait, c'est vraiment l'emploi. Et là, pour le coup, je suis incapable de te dire euh, ce qui va se passer. Parce que le truc, c'est que l'objectif de Trump, il est très simple. Pour expliquer un petit peu par rapport à avril, hein. Quand Mmh. Trump est arrivé, je sais pas si tu t'en rappelles, il a débarqué, il a dit ouais, on va faire des économies dans les caisses de l'État. La dette, c'est trop important. Le déficit, il est trop important. Il faut qu'on réduise tout ça. Et les droits de douane, ça va nous permettre d'avoir des rentrées d'argent. D'accord? Ça, c'était son plan. Mmh. Le 2 avril, il a annoncé les droits de douane de Tariq, il a annoncé, hein, c'est-à-dire 40% pour lui, et 50% pour son frère, et 60% pour sa mère. Enfin bref. Il a fait ça Mmh. à tout le monde. Il était très content. Il a vu que les marchés ils sont partis tous à la cave. Et en fait, il a compris un truc, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire d'économie. Mmh. Il a compris que c'est pas possible. Donc, le plan, il a changé en avril. Le plan, c'est devenu, et c'est ce que devrait faire la France, mais la France ne le fait pas, mais c'est vraiment ce que doit faire la France, c'est-à-dire que ils savent qu'ils ne peuvent pas faire des économies massives, parce que sinon tu pars en récession. Et c'est ce que le marché a anticipé. C'est pour ça qu'on a eu Mmh. cette chute brutale sur les marchés, parce qu'ils ont dit c'est bon, on va finir en récession. Donc tout le monde est sorti des marchés pour ça. Donc lui, il a dit ok, on va prendre on va prendre le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire que on va créer une croissance qui est tellement plus importante que les taux auxquels qu'on se finance.
Mmh. que derrière, en réalité, ça va alléger le poids de la dette. En fait, c'est comme ça qu'il voit le truc. Donc lui, Mmh. son but ultime, c'est de faire que la croissance américaine soit supérieure au taux 10 ans, au taux 20 ans, au taux 30 ans. C'est son objectif. Et D'accord. s'il y arrive, le poids de la dette, il est allégé. Pourquoi? Parce que tu vas créer tellement de croissance que ça va te permettre, derrière, de payer tes intérêts proprement. Parce que tu vas créer de la croissance. Donc, du coup, les personnes comme toi, moi, on va payer des impôts. On aura gagné tellement d'argent, bah, en fait, on va payer beaucoup plus d'impôts, mais on aura toujours un bon pouvoir d'achat. En fait, tu crées un cercle vertueux, en fait. Ça, c'est dans sa mécanique. Mais c'est ce que devrait faire la France, en fait. La France Mmh. devrait faire ça. Créer de la croissance, créer de la valeur, baisser les impôts, permettre aux gens, en fait, de dépenser, d'être plus libres quand ils créent des business, etc., 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 pour que derrière, ça fasse des rentrées d'argent massives pour l'État. Et du coup, ils auront la possibilité de payer les intérêts de la dette sans problème. Et en fait, mécaniquement, les marchés vont se dire, ah, la France ou les États-Unis gèrent bien leur budget. Et donc, du coup, les taux 10 ans, 20 ans, 30 ans vont commencer à descendre progressivement. Parce que Mmh. tu n'auras plus la prime de risque, comme quoi tu dis, putain, l'État va péter un plomb et ils ne pourront plus nous rembourser. C'est ça qui fait Mmh. monter les taux. Tu vois, mais c'est comme ça que doit réfléchir la France. C'est pas en Mmh. disant on augmente les impôts, c'est la dernière chose à faire aujourd'hui. Donc c'est là D'accord. pareil. Aux États-Unis, c'est Trump ici. Enfin, en tout cas, Bessent qui a dit Coco, là on arrête les conneries. Là, il faut qu'on fasse de la croissance. Et donc c'est pour ça que il emmerde toutes les entreprises du monde à venez produire chez nous. Venez produire chez nous, Mmh. sinon vous mangez des droits de douane de 100%. Venez faire ceci chez nous, sinon droits de douane. Venez ceci, Mmh. sinon on vous enlève la licence, etc., 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 etc. Et donc le but, c'est un taux de croissance massif. Donc là, aujourd'hui, tu as un outil qui s'appelle GDP Now qui est géré par la Fed d'Atlanta. Mmh. Et ils estiment aujourd'hui que la croissance est à 3,9%. Mmh. Donc tu vois, on était à 2,4 quand on a quitté Joe Biden. Aujourd'hui, on est à 3,9 Ah oui, quand même. estimé. Voilà. Donc, et tout ça, sachant que l'immobilier n'est pas reparti à la hausse. Donc en fait, vraiment, son but, et c'est ce que je disais depuis avril, c'est une expression qui s'appelle run it hot. Donc vraiment, tu surchauffes à mort l'économie, quoi. Ça, c'est son but. D'accord. Mais Et le vrai risque. Ah, vas-y, oui, vas-y. vas-y. Ah bah non, bah du coup, vas-y, c'est ce que j'allais Ah, t'amener. Les risques, oui. bah, le vrai risque derrière, c'est que l'inflation parte à la hausse. Parce que Mmh. qui te dit économie en surchauffe te dit qu'il y a enfin, de la consommation en masse, etc., etc. Et cetera. Et donc, du coup, un retour de l'inflation. Sachant que il y a les droits de douane qui vont faire effet, parce que Mmh. les sociétés, elles sont en train de commencer à écouler leur stock, et donc du coup, elles vont répercuter bien évidemment les prix, enfin leurs coûts Ouais. sur la tête des consommateurs américains. Donc en fait, c'est la vraie crainte, elle est double, elle est dans l'inflation et elle est dans l'emploi parce que l'IA continue toujours, malgré tout, de provoquer des licenciements. Mmh. Donc OK. 2025, je vois une bonne fin, Mmh. enfin un bon rallye. 2026, là, je pourrais pas te dire parce que la seule personne enfin, si tu vois une personne qui te dit exactement ce qui va se passer en 2026, ah, tu peux dire que c'est un charlatan. Vraiment. Ouais. Ouais, on sait pas trop à quoi s'attendre. On s'attend quand même à Ouais. plus de baisse de taux ou même pas du tout? Bah, justement, Ça c'est la dépend vraie de question, elle est là. C'est c'est ça. pourquoi est-ce que tu baisserais les taux? Bah, du coup, la vraie question, elle est là. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu baisserais les taux si ta croissance est à plus de 4%? Parce que c'est ce qu'ils attendent, enfin, c'est ce qu'ils espèrent. Pourquoi est-ce que tu baisserais les taux si ta croissance est à plus de 4%? Si ton inflation est à 3% et si ton taux de chômage est à 4,3%. En Mmh mh. réalité, tu as pas de raison de le faire. Donc C'est sûr. c'est ce qu'a dit Powell justement en septembre et c'est ce qui a fait chier les marchés. Parce qu'il a dit D'accord. on baisse les taux 3 fois en fin d'année parce que on se pose des questions sur l'emploi et parce qu'on n'a pas envie d'être en retard. Mais par contre, si notre scénario de base, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est temporaire cette histoire sur le marché de l'emploi, eh bien, on n'a plus aucune raison de baisser les taux. Mmh. Mais Et c'est ce qu'ils ont fait. si tu attends une hausse là fin 2025, c'est que quand même tu penses que le marché aura une vision positive de 2026?
Alors, le truc, c'est qu'il y a un autre élément, et ça, pour le coup, c'est réel. C'est-à-dire que moi, en réalité, s'il n'y avait pas cet argument-là, je serais déjà sorti du marché. Mais je vais te le donner. L'argument principal qui fait que je pense vraiment qu'il y aura encore un rallye, ou en tout cas, il y a une jambe haussière, Mmh. c'est que les hedge funds sont complètement sur le côté. En fait, si tu veux, depuis avril, il y a deux choses qui font que les marchés grimpent fort. Il y a les retail, donc les mecs comme toi et moi. On a acheté comme des gros Mmh. salauds en avril. C'est ça. Tu en fais partie, c'est sûr. Je serais pas choqué. En avril, on a tous acheté comme des gros débiles. D'accord. Mmh. Et de l'autre côté, tu as les sociétés qui ont fait ce qu'on appelle des rachats d'actions. Donc, elles achètent leurs propres actions pour les raréfier sur le marché. Et donc, du coup, ça fait automatiquement grimper le prix. D'accord. Mmh. Ça, c'est ce qui s'est passé d'avril jusqu'à aujourd'hui. Ça a été vraiment les retail, etc. Mais de l'autre côté, tu as les fonds, les hedge funds, etc. Leur performance est ridicule. Quand je te dis ridicule, c'est-à-dire que j'avais mis un tweet avec vraiment les performances selon le type de hedge fund, mais globalement, il y a des hedge funds, ils font la même perf que le livret A, d'accord. Sur l'année, hein. C'est pas une Mmh. blague, hein. Ah oui, d'accord. D'accord. Mmh. Donc, t'en as, hein. C'est pas une blague, t'en as vraiment qui sont comme ça. Donc, t'en as très, et t'en as beaucoup qui sont complètement sur le bas-côté, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont en cash et ils attendent que le marché se cache sa gueule. Mais plus on avance, plus ils continuent de grimper. Putain. Mmh. Donc, à un moment donné, ces mecs-là, et c'est tout bête, et je te le dis, j'en ai discuté avec certaines personnes qui en font partie, c'est-à-dire que ces mecs-là, en fait, à un moment donné, il faut qu'ils justifient leur salaire et leurs primes de fin d'année, tu vois. Mmh mh. Tu vois. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter. Et tu le vois Mmh. déjà, à chaque fois qu'on a le marché qui fait -1, bon, ils rachètent. Dès que Mmh. le moindre dip sur le marché traditionnel, tu as qu'à regarder, tu vas péter un plomb. Le moindre dip est payé. Constamment. Mmh. Début de séance, -5, enfin -0,5, -0,6. Mi-séance, c'est à -0,3, -0,2, voire en positif sur la séance américaine. Mmh. Et c'est tout le temps comme ça. Tout le temps. Donc, la seule chose pour moi qui peut faire que, en réalité, on ne finisse pas bien l'année, enfin, il y en a deux, hein. C'est soit les données macro qui débarquent choquent, mais en réalité, Trump a mis un pote à lui à la place, enfin, à la tête des mecs qui gèrent les données. Donc, en fait, il va les truquer. Et elles commencent déjà à être truquées. Donc, Mmh. ça, j'y crois pas trop. Et puis, l'autre truc, ce serait un événement géopolitique hyper important. Bien Et sûr. là, ça, on peut pas l'anticiper. Et le troisième truc, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, le troisième truc, ce serait que Powell, il pète un plomb et en octobre et en décembre, ils disent bon, bah, en fait, pas de baisse de taux. Là, on va Mmh. pas rigoler. Voilà. Mais Powell est conscient que s'il fait ça, bah, les marchés vont partir à la cave. Alors, Mmh est-ce mh. qu'il a un esprit vicelard? Est-ce qu'il a envie de faire chier Trump? Va savoir. Ça, après, c'est l'humain, hein. Ça, c'est l'humain, on peut pas le Ouais. contrôler. Mais Bah, finalement, il a t'as l'air que carré quand même. toi. Powell, Ouais, c'est ouais, un bah gars écoute. carré. Ouais. Écoute, il a pas envie de rentrer dans l'histoire comme quelqu'un de mauvais, même si moi, je reste persuadé, enfin, c'est pas que je reste persuadé, c'est qu'il y a tellement de preuves qu'il a été mauvais depuis 2018 que, Ah ouais. enfin, j'avais fait un. Ah ouais, non, pour moi, c'est l'un des pires présidents de la Fed de l'histoire, clairement. Ah ouais. Pour moi, ouais, ouais, il fait partie du top 3, top 4, ouais, des pires, mais de loin, hein. Ah Parce oui, que d'accord. il a fait. Bah, tu peux pas arriver en 2021 et dire les mecs, alors que ton inflation est à 7%, tu peux pas arriver et dire aux gens, oui, non, mais en fait, c'est transitoire, ça va pas durer longtemps. Tu peux pas dire ça. Mmh. T'as pas le droit de dire ça. T'es président de la Fed, t'arrives, tu dis ça. Moi, quand il a dit ça, j'ai shorté le marché. J'ai dit, ok, c'est bon. Et 2022, ça a été l'une de mes meilleures années parce que il y a des déclarations qui ne trompent pas. Il y a des déclarations et le marché, il est pas bête. Il y a des déclarations qui sont farfelues. Donc, quand il a dit Ouais. ça en novembre 2021, j'ai dit, ok, c'est bon. Alors lui, il te Mmh donne une mh. fenêtre de tir pour que les copains ils sortent, c'est pas possible. Mmh mh. OK. Voilà un peu ce que je pense de 2025. Je pense que non, je pense qu'on aura une jambe haussière et C'est la dernière. j'espère un plus haut historique. Ouais, enfin la dernière en tout cas, avec les infos qu'on a aujourd'hui, ce serait la dernière. Mais OK. peut-être qu'en 2026, on peut avoir une surprise. Mais je pense vraiment que la difficulté,
Déjà, les gens disent que 2025, ça a été dur. Je pense que le niveau de 2026 va être vraiment plus dur, mais vraiment plus dur. Enfin, je pense que ça peut être peut-être l'une des années les plus difficiles que beaucoup de jeunes vont connaître. À cause de quoi? Parce que tu étais plutôt positif sur le fait qu'ils arrivent à rattraper l'économie et à Bah, balancer la le sauce un peu. le truc, c'est qu'en fait, ça va être beaucoup plus dur parce que tu vas avoir tellement de mouvements contraires. C'est-à-dire que tu vas avoir une inflation qui reste quand même importante, mais de l'autre côté, il faut qu'ils fassent des mouvements, inédits, comme je t'ai dit, sur l'immobilier Mmh, pour que les choses changent. Enfin, vraiment, en fait, pour moi, c'est une année, l'année prochaine, hein, c'est mmh, l'année des mouvements où tu auras des mouvements qui vont potentiellement marquer l'histoire de la politique monétaire américaine, en fait. Il y a ouais. un truc dont j'ai parlé, par exemple, tu vois, j'en avais parlé il y a quelques mois et franchement, je te le dis, je pense que c'est possible. Ce qu'on appelle le yield curve control. En fait, si tu veux, et ça va intéresser ceux qui attendent que la planche à billets, parce que pour le coup, c'est un peu le cas. Mais globalement, au Japon, par exemple, avant ces derniers mois, mais globalement, les Japonais avaient des taux bas, enfin, avaient des taux longs très bas parce que à chaque fois que les taux longs commençaient à grimper au-dessus d'un certain niveau, ils rachetaient automatiquement la dette japonaise. Donc, je te dis une Mmh. bêtise. Si, imaginons, on passait au-dessus de 1%, la Bank of Japan intervenait directement sur le marché de la dette et disait, hop, on lance la planche à billets pour baisser le taux. Mmh. D'accord. Aux États-Unis, donc aujourd'hui, Trump veut nommer un mec qui potentiellement veut mettre ça en place aux États-Unis. Donc, OK. c'est de la planche à billets, en fait, globalement. Sachant Putain. que, ah ouais, non, mais, et ça, c'est un truc de fou. Parce que aux États-Unis, personne ne l'a fait, ne l'a jamais fait. Et c'est vraiment quelque chose qui va arriver, je pense. Mais c'est Et c'est un positif truc qui. Mais ah bah, pour pour ceux pour qui moyen sont. terme. Ah, mais pour tout ce qui est crypto, c'est hyper positif parce que Ouais. Bitcoin, c'est hors système. Enfin, toutes les cryptos sont hors système. Et donc, en clair, la confiance que tu as dans le dollar va être touchée. Et donc, le dollar va se déprécier. Et Mmh bien mh. évidemment, ceux qui vont en profiter, c'est tous les actifs qui sont libellés en dollars. Donc, l'or, l'argent, Bitcoin, les cryptos, etc., etc., etc. Bien sûr. Donc, en fait, et en plus de ça, c'est des liquidités qui rentrent parce que, comme je t'ai dit, vraiment, ils rachètent la dette. Donc, en fait, c'est de la planche à billets tout bête. Donc, c'est de la liquidité qui rentre sur les marchés, etc., etc. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que si tu regardes le Nikkei, hein, je ne sais pas si tu es en TradingView, mais le Japon, ils font ça depuis les années 2000. Mmh. Tu prends le Nikkei depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, tu vas voir l'évolution, tu vas dire, OK, tu vas voir ce qui va t'attendre. OK. D'accord. Ça, c'est si tu mets ça Ouais. en place, c'est monstrueux pour les marchés, mais de l'autre côté, ça flingue ta monnaie, en fait. Ça la rend moins forte. Et c'est ce qui se passe Mmh. avec le yen, par exemple, aujourd'hui. Le yen, maintenant, c'est comme si tu avais du papier toilette, quoi. Donc, c'est tout le risque. Mais derrière, tes actifs vont grimper, dont la crypto. OK. OK, je comprends. Et on n'a pas parlé d'un truc, rapidement, il y avait une question sur, tout ce qui est trésorerie compagnie, les DATS en anglais. Ouais, Est-ce que tu as un avis là-dessus? Ça paraît très Pond Dynamics aussi. ah, Heu, ça l'est, hein. est-ce que tu Bah, c'est un peu la folie, mais est-ce qu'il y a peut-être un narratif là aussi, tu vois? Une pression mais, acheteuse? alors justement, je vais te faire une confidence. Moi, à la base, tu vois, je te Mmh. parlais des SPAC en début de live, tu vois. Ouais. Et j'avais acheté les deux SPAC de Trump parce qu'il y en a un où je pensais qu'ils allaient coter en bourse World Liberty. OK. D'accord. Ouais. Donc, au final, ça s'est pas fait. Et ça a été une société, mais le ticker sur TradingView, c'est ALTS, A-L-T-S, et Mmh. qui a fait, enfin maintenant, qui gère la trésorerie, en fait, si tu veux, de World Liberty, la trésorerie crypto de World Liberty. Et en OK. fait, le truc avec le vrai danger avec les crypto-trésoreries, c'est qu'il y a un truc qui est hyper, enfin, il y a deux trucs qui sont hyper importants. Et c'est la même chose pour MicroStrategy d'ailleurs, attention, hein. Mais les deux trucs les plus importants, c'est qu'il faut que ton actif en trésorerie continue de grimper, d'accord? Ou en tout cas qu'il fasse une belle perf chaque année. Et l'autre truc,
c'est ce qu'on appelle la prime à la NAV. Donc, en fait, il faut que quand tu achètes, prenons MicroStrategy, c'est le meilleur exemple. Quand tu achètes Mhm. MicroStrategy a les actifs en Bitcoin, mais de l'autre côté, toi, quand tu es investisseur sur MicroStrategy, tu achètes des actions MicroStrategy, d'accord? Et ces Mm. actions MicroStrategy vont t'exposer directement, enfin, indirectement au Bitcoin. Parce que, bien évidemment, vu que MicroStrategy n'a pas d'activité à côté, ce que fait MicroStrategy, c'est elle investit dans le Bitcoin et c'est ce qui va refléter, si tu veux, la valeur. Et ça va se refléter sur la valeur de l'action de MicroStrategy. D'accord? Et donc, la Mm. prime à la NAV, c'est le décalage, c'est la prime entre les actifs Bitcoin détenus par MicroStrategy et la valeur des actions, enfin, la valeur globale des actions de MicroStrategy. Donc, si, je te dis une bêtise, si les actifs en Bitcoin de MicroStrategy sont de 50 milliards de dollars et que Mm. la capitalisation boursière de MicroStrategy est de 100 milliards de dollars, donc la prime, Mhm. elle est de 2, Ouais. d'accord? Elle est de 100%. Donc ça, c'est ce qui intéresse les investisseurs qui n'ont pas envie d'acheter du Bitcoin directement ou qui n'ont pas envie d'aller prendre des ETF Bitcoin. D'accord? Eux, ce qui les intéresse, c'est qu'ils disent, putain, quand j'achète une action MicroStrategy, potentiellement, euh, ça peut me rapporter, enfin, c'est 2 fois plus, ça a 2 fois plus de valeur Mm. que quand j'achète du Bitcoin. C'est comme ça qu'ils fonctionnent dans leur tête. D'accord? Le truc, et ça, c'est toutes les crypto-trésoreries, hein. C'est le même Mm. système. C'est comme ça d'ailleurs que tout est né, c'est parce que le but, c'est de faire croire à l'actionnaire que détenir l'action va lui apporter beaucoup plus de valeur qu'ici de détenir l'actif directement. D'accord? Mm. C'est ça le fonctionnement. Le fonctionnement est toujours le même. Donc les deux gros dangers, finalement, pour ces trucs, et c'est pour ça que ça va mal se finir. MicroStratégie, je dis rien pour l'instant. Mais j'ai mon avis. Mais pour l'instant, c'est plus difficile. Parce que le sujet est beaucoup plus complexe. Mais pour les autres, il sera impossible de maintenir ces primes aussi élevées. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si les primes baissent, enfin, si on rentre dans un marché baissier, les primes vont automatiquement baisser. Donc, on va plus être à 100%, on va être à 20, 10, peut-être même négatif, tu vois. Et Ouais. donc, bien évidemment, les actionnaires, ils vont vendre ces boîtes. Ouais. Ils vont dégager. Et tous les flux vont dégager de ces boîtes. Mm. Mm. Et bien évidemment, si on rentre dans un marché baissier, bah, la plupart des tokens qui sont dans ces crypto-trésoreries, je ne vais pas parler d'Ethereum parce que c'est un cas spécial, mais en tout cas, ceux qui ont utilisé TRX comme token ou encore d'autres, ils vont souffrir pendant des années. Et en réalité, ces boîtes-là n'auront pas le cash nécessaire pour continuer de survivre et bien évidemment de toujours entretenir leur crypto-trésorerie. Donc potentiellement, automatiquement, ils vont vendre leur crypto. Tu vois ce Mm. que je veux dire? Et donc en Ouais. fait, la boîte, on va pas se mentir, elle peut risquer carrément la disparition. Voilà. C'est un Mm. peu comme ça que ça fonctionne. Le, Ok. le vrai sujet, c'est de maintenir cette fameuse prime très élevée. D'accord? Mm. C'est ça le principal. Mais donc, du coup, pour le cas de MicroStrategy, et c'est là où quand même il n'est pas con, c'est l'or, hein, vraiment, il n'est pas con. C'est-à-dire qu'il a compris que, ouais, non, il n'est pas con. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des collègues à lui qui lui ont dit Coco, mais si on passe en marché baissier, on va se faire fumer. Donc, il a commencé à créer d'autres types d'actions qui vont te rapporter davantage. Enfin, bref, il a fait un. Bon, lui, c'est vraiment un Ponzi, mais c'est un Ponzi un peu plus Ouais. sophistiqué. Mais le truc, c'est que à un moment donné, il a émis de la dette, tu vois, sur jusqu'à 2028, 2029, 2032, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, la vraie question, ça va être de savoir, à force d'émettre autant de dettes, comment toutes ces personnes vont être diluées. Enfin, jusqu'à quand elles vont être diluées, ces personnes. Tu vois? Parce Ouais. qu'à un moment Mm. donné, Mm. plus il y a de dettes émises, euh, plus techniquement tes actions à terme en fait vont valoir de moins en moins parce qu'ils émettent de la dette pour les convertir en actions. Donc il va y avoir trop Ouais. d'actions, donc ton action va perdre en valeur avec le temps. Donc Mm. Mm. jusqu'à quand, jusqu'à quand son Ponzi va continuer de monter, mais tout ça va dépendre du prix de Bitcoin. Donc Mm. évidemment, si Bitcoin, et c'est là où il faudra se poser la question à partir de 2029-2030, c'est-à-dire qu'il faudra voir où se trouve le prix de Bitcoin. Si le prix de Bitcoin, je te dis une connerie, a fait 250 000 et ensuite
se dit, enfin, et ensuite on arrive sur un Bitcoin en fait qui ne revient plus jamais sur les 250 000 et qui continue d'être stable en fait pendant une certaine période, bah, un Mmh. mec comme Saylor, il va avoir beaucoup, 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 beaucoup de mal à garder ses actionnaires parce que toutes les dettes se seront transformées en actions. Et donc derrière, les actionnaires n'auront plus la fameuse prime dont je te parlais qui va être importante. Et donc, ils vont se Mmh dire, bon, mh. bah, en fait, on n'a plus aucun intérêt à garder ces actions. Parce qu'on aura fait notre blé Ouais. dessus. Et donc, ils vont les vendre. Et ils vont les Mmh vendre mh. et tu vas avoir un amas monstrueux d'actions. Et donc, du coup, ça va être difficile par la suite pour Saylor d'émettre encore plus de dettes pour acheter du Bitcoin. Et donc, à un moment Mmh. donné, il va se retrouver avec beaucoup de Bitcoin. Mais si Bitcoin ne continue pas de grimper et si les actionnaires continuent de déserter, bah, la question, ça va être de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et ça, c'est la vraie question. Mais Mmh. moi, je pense que si on rentre dans un bear market, enfin, moi, la question, c'est pas de savoir à quel prix il va vendre. La question, c'est de savoir ce que les actionnaires vont lui réserver comme sort, en fait. Ouais. Parce qu'il n'a Mmh pas mh. d'autre activité pour financer ses achats de Bitcoin, il n'a pas d'autre activité pour faire vivre la boîte. Donc, s'il veut faire vivre la boîte, il lui faut du cash. S'il n'a pas de cash, il faudra qu'il en trouve quelque part. Si personne lui prête parce que son système n'est plus viable aux yeux des investisseurs, bah, il faudra qu'il fasse quelque chose et potentiellement vendre des bitcoins. Et le jour, et en fait, c'est là où je dis, le jour où il vendra un bitcoin, son système, il tombe à l'eau. Ouais. Ouais, ouais, c'est C'est clair. parce que la seule chose qui maintient son truc, c'est la confiance des investisseurs dans sa foi en bitcoin. Mmh. C'est vraiment, c'est le truc le plus important dans son business. Mais C'est ça, clair. on lui enlèvera jamais. On lui enlèvera jamais. Ça, pour le coup, Mmh. il n'y aura jamais OK. rien à dire. OK, très intéressant. Je vais te Mais lancer oui, vas-y, vas-y, non, finis. mais tout ça pour dire que vraiment les crypto-trésoreries hors MicroStrategy, c'est plus des outils où vous devez faire des swings, si vous êtes un Ouais. peu degen, plutôt que de vous dire: «Je vais hold et je vais garder, jusqu'à la mort». Mais pour ceux qui sont sur MicroStrategy, les montages sont tellement plus complexes que je comprends ceux qui disent: «Ouais, on va hold parce que Saylor a une mission et qu'il va y arriver et que c'est parfaitement, jouable mathématiquement». Franchement, je les comprends ces gens. Mais putain, quand même d'un truc où, on parle quand même d'une boîte qui n'a pas de business à côté et qui aura besoin de cash tôt ou tard, quoi. Donc Ouais, ouais, c'est clair. voilà. OK et ouais, je veux te lancer sur un sujet parce qu'on arrive bientôt sur 1 heure et demie, et je répondrai pas à toutes les questions. Il y a beaucoup de questions, mais sur, les ETF, je sais pas si tu as suivi? Je pense que Mmh, oui, mais ça devient de plus en plus simple de lancer un ETF. Ça c'est vraiment donné à beaucoup de gens maintenant. On pourrait en avoir pour absolument tout maintenant. mmh. Est-ce que ça ouvrirait pas, la porte à de la nouvelle liquidité justement? Il manquait de la Bah liquidité en crypto. le truc, en fait, c'est que c'est tout le problème avec les ETF et moi, en fait, moi, quand je les ai vus arriver, je me suis dit: «Putain, ça va créer 2 problèmes». Du coup, je vais donner l'exemple pour moi d'Ethereum et c'est pour ça que je suis un peu inquiet pour le moyen long terme pour Ethereum. C'est en fait, l'argent qui est investi dans les ETF, ça reste dans les marchés traditionnels. Mmh. C'est un marché traditionnel, un marché standardisé qui n'a aucun lien avec le marché on-chain. Donc, les gens, ils achètent des parts d'ETF, d'accord. La seule chose que ça peut avoir comme influence, c'est si, imaginons, vous avez une demande durable je vous dis une connerie, il y a un ETF Dodge qui sortirait. Le seul truc que ça peut faire, c'est comme ce que vous voyez sur Ethereum, hein, c'est-à-dire que si vous avez des inflows, bah, évidemment, ça va impacter le cours. Mmh. Mais à un moment donné, si le marché commence à puer, bah, Mmh. les gens ils vont sortir. Mais en fait, ça reste le joujou des institutionnels. Mais est-ce que les institutionnels, s'ils font ça, bah, est-ce que ça va déverser de la liquidité sur les autres altcoins? Non, parce que le cash reste sur le marché traditionnel, donc sur ces ETF-là, en fait. Mmh. Et, et c'est tout le problème des ETF. Et en fait, pour parler du coup des ETF et surtout pour Ethereum, et c'est là pour moi où vraiment c'est inquiétant, et tu parlais des validateurs, c'est qu'en fait,
Moi, il y a un truc que je suis, c'est le vrai catalyseur pour l'instant pour Ethereum par la suite, c'est les ETF staking. D'accord? Mmh. Moi, j'ai une vraie inquiétude par rapport à ça, par rapport aux validateurs. Parce que je sais pas si, enfin, vous le savez, hein, les ETF sont hébergés, bien évidemment, enfin, c'est Coinbase qui les gère. Et, et derrière, évidemment, Coinbase a le rôle de validateur derrière. D'accord? Donc, si vous avez des ETF staking et que tous les fonds institutionnels vont sur ces ETF-là, Coinbase aura un rôle monstrueux en tant que validateur sur la blockchain d'Ethereum. Donc, en fait, le concept de décentralisation disparaît presque, en fait. Et ça, c'est une vraie inquiétude. Je ne Mmh. sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Donc, Mmh ça, mh. c'est pour moi, c'est le truc. Enfin, le TF staking, pour moi, je te le dis en toute transparence, hein, je pense que ça va arriver. Mmh. Mais le jour où ça arrive, il faudra sortir. Jusqu'au moment Ah ouais. ouais, ouais, il faudra sortir d'Ethereum jusqu'au moment où on a un signal de la part de la fondation qui dit bon, les gars, on va commencer à réfléchir à une solution parce que le nombre enfin, parce que Coinbase et Lido sont monstrueux en termes de pondération sur les validateurs, quoi. Enfin, tu le vois, hein, en vrai, Coinbase et Lido ont déjà une grosse partie. Sont déjà une bonne partie en termes de pondération sur les validateurs. Alors imagine si tu as un ETF staking et que tous les investisseurs institutionnels mettent leur bid dedans. Mais c'est-à-dire que Coinbase va être le numéro un des validateurs et de très loin. Donc en Mmh. fait, Coinbase aura le pouvoir, si tu veux, sur la blockchain, quoi. Et ça, Après c'est la dernière chose qu'on veut voir. après sur Ethereum, ils ont une roadmap pour descendre, à 1 Ethereum pour un validateur parce qu'actuellement c'est 32 de mémoire. Ouais. Mais le problème c'est qu'on arrive en fait le problème c'est de lutter un peu contre, l'humain. L'humain, il va chercher la facilité et tu auras toujours des services qui se mettront au milieu comme, Lido, comme Coinbase et qui récolteront, qui serviront de la fainéantise humaine pour faire leur bise et puis, je Et pense moi, je pense que ouais. Vas-y, dis. non, moi, j'allais dire, c'est juste pour revenir sur ton point, et tu as totalement raison. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, en fait, pour cette Ouais. blockchain-là. Mmh mh. C'est la force qu'a Bitcoin. Il n'a pas ce problème-là, tu vois. Alors que Ethereum, Bah, tu as moi, les ce pools, que j'attends. Tu as les? les pools. Ah oui, 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 évidemment. C'est un Mais autre problème, tu vois? Mais ouais, c'est ouais, toujours c'est un pareil, autre c'est la problème. concentration et puis facilité, puis juste tout seul, tu fais plus rien en plus. Donc c'est on va de toute façon tendre vers la concentration, peu importe ce qu'on fait, hein. Je pense que c'est inévitable. Hein. Ouais. Mais c'est un vrai sujet important et je pense que beaucoup le sous-estiment. Et enfin, moi, personnellement, hein, je vois ces ETF-là arriver. Vraiment, encore une fois, enfin, c'est à cette période-là où je vais commencer à me dire bon, bah là, c'est fini, sauf si Vitalik vient avec une solution. Donc, moi, je ne l'ai Mmh. pas en tête, je ne vois pas ce qu'il peut mettre. Mais pour moi, c'est un vrai sujet parce que, tu vois, je t'en parlais tout à l'heure, c'est une question de contrôle. Mmh. Si tu vois que un ou une ou 2 entités ont vraiment le contrôle sur la blockchain, heu, tu vas perdre beaucoup d'intervenants dedans, quoi. Et c'est Mmh la mh. dernière chose qu'on veut voir sur Ethereum parce que le projet, il est intéressant. Enfin bref, je sais pas, on va pas en parler 20 ans. On a tous un avis sur Ethereum. Moi, je trouve que le projet est intéressant. Le seul truc, moi, qui me dérange avec Ethereum, il est tout bête, hein, c'est que la fondation, ils sont trop forts en termes d'ingénierie, ils sont trop forts sur la tech, mais c'est des blaireaux pour vendre un produit, quoi. Et Solana leur Ouais. a montré comment vendre un produit. Donc, Moi, je ce qui me dérange, c'est les revenus. C'est juste que ah ça bah génère pas de ça. revenus. Moi, je suis un revenu guy, tu vois? C'est pour ça que je te parle d'application. Moi, Solana, ETH, très long terme, j'ai du mal. Encore que Ouais, Solana se mais débrouille pas trop mal. ah non, Solana, ils se débrouillent pas trop mal, mais encore une fois, ils savent vendre un produit, hein. C'est ce qui fait qu'un Hyperliquide, ils réussissent parce que ils savent vendre un produit. Bah, c'est un Ils produit. sont C'est bons, pour ça que voilà, l'Hyperliquid, ouais. moi, je suis bullish. L'Hyperliquid, c'est un produit. Solana, c'est une architecture pour que tu construises tes produits. Mais elle vaut quoi cette architecture? Compliqué. Je te comprends parfaitement. Ouais, ouais. C'est ça le problème. Pour moi, toutes les blockchains devraient avoir leurs produits. Je comprends pas pourquoi ils font encore des blockchains généralistes, Ah, mais ça. bon. Ouais, Hyperliquid l'a prouvé. Mais ouais. On va terminer là-dessus, hein, parce que ça fait 1 heure et demie. Putain, les gens, s'ils écoutent 1 heure et demie de live comme ça,
et qu'ils ont pas mal à la tête à la fin, waouh! Bah, après, Déjà s'il y a là, des questions, comme tu veux. ouais, ah mais gros, il y a plein de questions, mais allez-y, s'il y a des questions à la fin, dernière minute, mais il y a genre, 20 questions, j'ai on va voilà, il y a un moment où on va couper. Hem, ta ta ta, ça en est un, produit moins. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Tu 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 tu. En fait, c'est même pas des questions, c'est plus des, ce que pensent ces Des gens du remarques? marché. Ah, Ouais, des remarques, ouais. Tu le chat, toi? Tu peux en choisir une, hein, si ça tu veux. alors attends, je le vois pas. Non, je le vois C'est à même pas, en fait. droite dans commentaires, tu l'as pas? Ah oui, dans le commentaire, si, 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 je vois. Ouais. Trump veut faire d'accord, je vois. OK, OK. Ah, on va ah bah oui, bah, ouais, il y a pas mal de questions. Bah, je te laisse choisir, tu me dis, moi, je j'ai aucun problème. Tu me dis, aucun Mmh, problème. pourquoi pas celui-là? Heu, il va y avoir des dizaines de réponses pour des demandes d'ETF altcoin en octobre. Pourquoi ils dépenseraient leur argent dans le lancement de ces produits si les altcoins sont morts? En vrai, c'est une bonne question. Pourquoi lancer Bien des sûr que des c'est une des bonne ETF sur des question. altcoins? Sur des petits altcoins? Bah, la question, ça va être de ça. Ils le font parce qu'ils savent qu'il y aura potentiellement une demande et que du coup, ça va leur apporter des frais. Mais encore une fois, hein, ce que je remets pas en question, c'est pas la demande. Moi, ce que je remets en question, c'est la frilosité des investisseurs institutionnels à aller on-chain et à acheter directement les cryptos dont vous parlez. En fait, Mmh. ils vont rester sur le marché traditionnel et cet argent-là, enfin, de toute façon, c'est que de la mécanique financière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas acheter, un ETF, c'est-à-dire que tes fonds restent sur un marché boursier standardisé et si tu revends ton ETF, c'est pas pour que tu le rebascules derrière, sur comment dire? Une plateforme centralisée pour qu'ensuite tu rachètes des altcoins directement. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme ça qu'ils vont fonctionner. S'ils font entre guillemets «la perf» qu'ils cherchent, cet argent-là va aller sur d'autres actifs, tout aussi spéculatifs mais ça restera Sur d'autres dans le ETF? marché traditionnel. Ah Pourquoi pas peut-être, sur je sais pas. Ouais, ouais, ah! peut-être, hein. C'est possible en vrai, Ouais, c'est ouais, mais possible. bien sûr que c'est possible. Ça, après, Ah, c'est chaque fonds a sa stratégie et ça, bien évidemment, je pourrais jamais, la deviner, mais globalement, heu, ce qu'il faut retenir, c'est que ces fonds-là n'iront pas, on-chain. C'est pas possible. C'est comme si, ah mais on-chain non, mais c'est pour ça que je pense que c'est ça l'argument des gens, y compris moi, c'est que la création d'ETF et le fait qu'en plus, les actifs commencent à se rapprocher du Nasdaq, tout ça, ça ouvre le marché à ce que, des gens de la TradFi qui n'ont pas envie d'aller on-chain et on les comprend, c'est chiant, mmh. puissent accéder à de l'investissement, via des ETF justement, tu vois? La question, du coup, c'est de savoir si c'est vraiment de l'investissement ou si c'est uniquement des swings, en fait et Bonne question. Après, on pourrait avoir ça existe peut-être déjà un Coin 50, je crois qu'il y a Coinbase qui a ça, mais c'est pas un ETF. Mais tu vois, un truc qui reprend le top oui, 50, un indice. tu vois? Ouais, un indice, ouais, qui groupe, ouais, c'est ça. Mmh, Et là, ce serait de mais l'investissement du coup. On investit vraiment sur la crypto. ah oui, oui, si, imaginons, tu as un produit de ce type-là, un ETF, oui, qui investit clairement sur les 50 plus gros et cetera. Ouais, là, à ce moment-là, potentiellement, on peut se dire qu'il part du principe que l'écosystème, crypto ou en tout cas les gros, on va dire les gros acteurs tendront à se développer et tu Mmh. parlais du projet AAV et moi je suis d'accord, c'est un projet c'est un Mmh. projet que je suis depuis tellement d'années et Ouais, franchement c'est un bien sûr. projet qui a ouais, ouais, c'est vraiment un projet qui est bien géré, que je trouve vraiment intéressant et qui intéresse beaucoup les institutionnels, hein, faut pas se leurrer. Mais mais ce type de projet-là, ça se compte vraiment sur les doigts d'une main, quoi. Il y en a très peu. Ouais, Donc, il y a très voilà, partez aussi du principe que si vous avez des ETF sur certains altcoins, il y a une demande, mais il y a aussi un aspect spéculatif parce qu'ils partent du principe que beaucoup vont vouloir s'exposer sur ces ETF-là pour la spéculation et pour en profiter pendant un certain temps et pas forcément de manière durable. ouais.
Comme Ouais. tous les actifs, ça peut arriver pour tous, hein, pas que les cryptos d'ailleurs. Et dernière question, bon, on n'a pas parlé, je pense que c'est intéressant, je l'ai vu passer tout à l'heure, et moi ça m'intéresse. Pourquoi BTC 1 million, tu crois pas? OK. Ben c'est ce que je vais te dire exactement ce que j'ai dit à un client. Mais bien évidemment, hein, je vois pas dans le futur, mais en fait, moi, ma vision, c'est que et le meilleur exemple, c'est arrivé cette année. C'est-à-dire que Bitcoin, en fait, c'est l'anti-banque centrale. D'accord? Moi, c'est ma vision. Mmh. Donc, pour que Bitcoin atteigne 1 million de dollars ou au-delà, moi, ma théorie, elle est la suivante, c'est-à-dire qu'on change complètement de système financier. Le système financier dans lequel on est aujourd'hui, c'est un système financier de banque centrale. Les banques centrales, leur rôle, c'est de défendre la crédibilité de leur propre monnaie. Donc, je ne sais pas si tu t'en Mmh. rappelles, mais Trump était arrivé et a dit que Bitcoin allait prendre une importance, etc., etc., etc. Et on en est arrivé même à un moment donné où on a posé la question à Jérôme Powell à l'époque, vous pouvez vérifier, hein, on lui a demandé si Bitcoin allait être pris en compte par la Banque centrale américaine et potentiellement être considéré, quoi, vraiment, hein, comme un actif, quoi, et Mmh. potentiellement être dans leur réserve, tu vois. C'était la question de la réserve qui revenait à chaque fois. Et la réponse de Powell a été très simple, hein, c'est-à-dire qu'il a dit on a déjà le dollar, on a besoin de rien d'autre. Mmh Tu mh. vois ce que je veux dire? En fait, pour moi, le truc qui nous ferait passer au million, c'est le moment où en fait tu as des banques centrales qui détiennent cet actif. Tu vois, les banques centrales ont des actifs, donc ils ont de l'or, des devises étrangères, etc., etc. Moi, le truc qui ferait que on passe le milliard, c'est que Bitcoin entre dans ces réserves, d'accord, de certaines banques centrales. Mais Mmh mh. le truc, c'est que quel est l'intérêt pour une banque centrale de le faire? Tu n'en as aucun. Les banques centrales ont acheté de l'or. En fait, le choix pour moi, il a déjà été fait cette année, là, l'année dernière aussi. Les banques centrales des BRICS, donc la Brésil, Russie, Inde, Chine, elles ont acheté de l'or. Elles n'ont pas acheté du Bitcoin. Ils ont fait un choix. Ils avaient des dollars et de la dette américaine massivement dans leur banque centrale, en réserve. Leur choix s'est porté à on vire les dollars progressivement et on vire la dette américaine progressivement pour aller sur l'or. C'est ça le choix qui a été fait. C'est pas, Mmh. c'est pas de dire oui, on fait 50-50 hors Bitcoin, on fait 50-50. Enfin, on fait 60-40 hors Bitcoin. Tu vois ce que je veux dire? Le Mmh. choix a été fait d'aller sur l'or. Donc, en fait, le million, alors, encore une fois, hein, j'espère le voir un jour de ma vie, mais tant qu'on est dans le système financier actuel aujourd'hui, où tu as les banques centrales avec ce système-là, dont le but est de défendre leur devise, de défendre leur monnaie, il n'y a pas un monde où le million il tombe. Parce que les acteurs qui vont acheter massivement, en tout cas ceux qui sont censés faire passer ce cap-là, ne vont pas l'acheter. Ils n'ont Mmh. pas d'intérêt. C'est par contre, et c'est ce que je disais à mon client justement, je disais, si on change de système financier, et je pense vraiment qu'on va changer de système financier dans allez, 1, 2, 3 décennies, je pense que Bitcoin aura une importance. Et là, à Mmh. ce moment-là, on peut se dire potentiellement que le million est vraiment, vraiment probable. Mais j'espère que je serai pas mort avant, tu vois? Mais dans le système financier actuel, il y a un choix qui a été fait par les banques centrales étrangères. Les Mmh. Américains ne vont pas acheter du Bitcoin et ne vont pas en mettre en réserve. Il n'y a pas un monde où la Fed accepte de mettre en réserve du Bitcoin. Ou alors, le dollar, il part à la cave. Ou en tout cas, il continue de se déprécier fortement. Il n'y a pas un monde où l'Union européenne le fasse. Pourquoi? S'il y a une confiance mondiale dans le fait que Bitcoin, prenne en valeur, parce qu'il y en a que 21 millions. Parce que Mmh. si tu prends ce facte-là, alors moi je parle pas de la blockchain, je parle vraiment de l'actif, hein. La blockchain, elle pose des Mmh. problèmes. Ouais, ouais. Mais juste l'actif, si il y a par rapport à l'or, tu vois, on peut aller en miner dans l'espace, on peut en trouver Mais ouais. des gisements et ça, du coup, ça crée de la supply. Là, BTC, il y en a que 21 millions. Tu crois pas que ça peut créer une confiance mondiale dans le fait que ça prenne de la valeur? Ben en fait, t'as dit le mot-clé, en fait. L'économie, la finance, tout est question de confiance. D'accord? Ouais, c'est ça. Donc, partons d'un principe très simple. Tu es un investisseur chinois, d'accord?
Mmh. tu as envie d'aller, investir aux États-Unis. Heu, Aux États-Unis, encore une fois, hein, quand tu vas investir aux États-Unis, tu investis en dollars. Si Mmh. tu as une banque centrale, encore une fois, si tu as une banque centrale donc qui régit le dollar, te dit que notre monnaie, c'est le dollar, mais en réalité, la puissance, la crédibilité de cette monnaie, on va la baquer par de l'or, mais aussi par Bitcoin, qui est l'actif anti-banque centrale en puissance. La confiance que tu as dans l'institution qui gère le dollar et le dollar en lui-même, la confiance va être détériorée. Parce que c'est-à-dire qu'en réalité, les gens vont estimer que le dollar n'est pas assez solide pour durer sur le temps avec l'inflation, etc. et tous les aléas qu'il peut y avoir lors des décennies qui vont suivre. Le Mmh. sujet, il est là. Bitcoin a été créé pour un but précis. Il ne faut pas l'oublier, hein, d'accord. Et, Mmh. et encore une fois, là, c'est purement philosophique, mais c'est aussi vraiment l'essence même du Bitcoin, c'est-à-dire que c'est lutter contre tout le système des banques centrales. Mmh. Il faut pas l'oublier. Là, tu me parles d'actifs et c'est exactement ça. L'actif Bitcoin, à la base, a été créé pour ça. Donc, pourquoi est-ce Mais il que se les banques dirige pas vers centrales, là. C'est pas la c'est-à-dire, direction qu'il est en train de prendre. Là, la direction, ah, c'est plutôt, il est en train de faire ce pourquoi il luttait de base. C'est-à-dire qu'il est en train de devenir un actif institutionnel, hem, de méga riche et puis voilà, quoi. Et la blockchain, elle sert plus à rien en plus, donc enfin, écoute, beaucoup, moi, ça, beaucoup. je, ouais, je dirais rien. Moi, personnellement, je dirais pas que je suis un maxi Bitcoin, mais je suis pro Bitcoin. Mais globalement, je vais pas faire de commentaires sur la blockchain ou autre, mais moi, c'est vraiment l'actif en lui-même qui m'intéresse. Ouais. Et comme je te l'ai dit, c'est pour passer le cap du million, en fait, faut que les banques centrales rentrent dans la danse. Mmh. Mais je vois pas pourquoi une banque centrale entrerait dans la danse. C'est hormis les banques centrales africaines pour des raisons que l'on connaît, mais bon, si la banque centrale du Congo achète du bitcoin, bon, tu te doutes Oui, bien ça que suffira tout pas, le monde va s'en foutre. Voilà. bien Donc sûr. c'est ce qui nous intéresse, c'est Japon, Chine, UE, États-Unis. Mais Ouais, l'Europe, enfin, je vais pas te faire un dessin sur l'Europe. Je vais pas te faire un dessin sur la Chine non plus. Ils ont fait leur choix. Ils achètent tous les métaux précieux qui existent sur la planète pour justement se dédollariser tout doucement. Le Japon, qui est un État vassal des États-Unis et qui maintient artificiellement les marchés américains tels qu'ils sont avec tous les mécanismes financiers qu'on connaît, le carry trade, etc. Donc, en fait, c'est vraiment, hein, pour moi, c'est le dernier truc qui ferait qu'on arriverait à 1 million, mais je vois pas pourquoi dans le système financier on y arriverait à ce OK. cap-là. Mais si on y arrive, je serais absolument ravi d'avoir tort, je te rassure. Donc c'est juste que mais vraiment, je serais très Bah ravi oui, d'avoir tort bah, et je je me serais doute. ravi pour tout le monde. Vraiment, je serais très heureux pour tout le monde, les gars. Mais c'est juste Mmh. que dans le système financier actuel, l'or, enfin, pour moi, le choix qui devait être fait, il a été fait cette année. Je m'en rendais pas compte au début, mais en fait, avec le temps, tu comprends tout de suite et c'est pour ça que tu vois un rallye de tarés sur l'or qui n'arrive que très rarement, hein. Les gens, ils s'en rendent pas compte, mais c'est la 4e meilleure année de l'histoire de l'or. Les 3 premières années, c'était dans les années 70, hein, quand il y a eu, Mmh. le choc pétrolier. Donc en fait, là, on est en train de vivre un truc exceptionnel sur l'or et bon bref, mais donc un choix a été fait Mmh. et ce choix qui a été fait, c'est pas Bitcoin, c'est l'or. Donc à moins que ces banques centrales-là, ou en tout cas ces parties du monde disent: «Bon, bah, en fait, on a besoin de Bitcoin aussi». Là, à ce moment-là, la chose va changer. Mais le truc, c'est qu'ils achètent de l'or parce que le système financier dans lequel on est, traditionnellement, rend plus fort les devises de ces États-là. Donc, enfin, des États tout court. Donc, c'est OK. comme ça qu'on fonctionne dans ce système financier. Par contre, nouveau système financier, je j'ai pas de doute. Je pense que Ouais, Bitcoin aura son mot à dire. Et là, à ce moment-là, les mecs qui rêvent de 1 million, je pense que leurs rêves se réaliseront. ouais. OK, totalement d'accord. OK. Alors on va peut-être, clore, ça va faire bientôt 2 heures. Hem, ouais, on pourrait en parler pendant 4 heures, mais il y a un moment, il faut que je mange et que je dorme.
Je vais envoyer le compte X de Fineco, si vous voulez le suivre sur X. Et puis, si jamais, je sais pas, tu veux parler un peu de ce que tu fais pour finir. Bien sûr. Bah, écoute, nous, bah, je sais pas si on peut en parler, je c'est pas de la pub, hein, mais globalement, nous, ce qu'on fait, on a 3 types de en fait, on aide vraiment les gens à investir en bourse, comme je te l'ai expliqué, avec une méthode qui est beaucoup plus différente, hein. C'est-à-dire que pour nous, c'est pas que lire des bilans, et comprendre, la société, comment elle marche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce qui se passe au-dessus et comprendre vraiment, le monde, comment il fonctionne et anticiper les futures tendances. Donc nous, en fait, si tu veux, on a un Substack, où on fait Mmh. un suivi, si tu veux, de notre portefeuille, justement. Et bien évidemment, le but, c'est de montrer un petit peu notre méthode. Donc on explique tous les mouvements que l'on fait, pourquoi on les fait, à quelle date on les fait, à quel prix, et cetera, et cetera. Et on explique tout, en fait. Et bien évidemment, il y a toujours des articles où le but, c'est vraiment d'expliquer comment, enfin, la macroéconomie, aujourd'hui, comment elle évolue, l'aspect aussi géopolitique et l'importance qu'il peut avoir sur les marchés et donc aussi sur les cryptos, donc on en parle aussi. Donc ça, c'est le premier truc qu'on a, hein, ce Substack-là qui est un peu un journal de bord et qui est aussi, un peu, qui représente vraiment un peu notre analyse globale, sur les marchés aujourd'hui. Donc ça, tu vois, on le vend à 8 € par mois, ça, tu vois? Donc c'est vraiment Ouais, très, ça très va. faible. Quand on connaît les prix Donc des, tu des vois? crypto bros, ça va. Voilà, tu vois? Nous, on est à 8 €, tu vois? Ça, c'est le premier truc et vraiment, Ouais, on l'alimente, toutes les semaines et ça restera toujours comme ça d'ailleurs, ça bougera pas. Donc ça, c'est le premier ok. truc. Le deuxième produit, c'est plus un club et là, c'est un peu plus différent, c'est un peu plus cher, mais globalement, c'est la même chose, que ce qu'on fait sur le Substack, mais c'est du temps réel, c'est du traitement de l'information en temps réel. C'est, une communauté qui est hyper active. Je vous avoue que certains ont même pris peur parce qu'il y a beaucoup de messages et cetera. Donc on discute beaucoup. Enfin, Boubou est dedans, hein, pour te dire et il dit: «Mais mec, c'est un truc de fou, il y a que des notifs». Donc vraiment, ça Ok. bouge beaucoup et le but, c'est de tout le monde s'entraide. Donc il y a toujours des lives, hein, il y a des lives toutes les semaines. Il y a des nouvelles thèses qui apparaissent tout le temps, bien évidemment. On analyse le marché, on dit vraiment ce qu'on pense. Si on sent que ça pue, évidemment, les clients sont les premiers avertis Mm, mm. et heu et ils sortent. Donc le but, c'est vraiment un aspect, suivi des marchés, traitement de l'information en temps réel, mais aussi un aspect pédagogique. Les lives sont là aussi pour apprendre des nouveaux concepts. On aide les gens, par exemple, sur l'analyse technique, sur l'analyse fondamentale. J'avais même fait un live sur la DeFi, par exemple, tu vois? Vraiment, le b.a-ba de la DeFi, tu vois? Donc Mm. on fait vraiment tout, et ça, pour le coup, c'est un peu plus cher, évidemment, parce que ça demande une énergie folle. C'est 49 € tu vois? Par mois. Ok. Mm, mm. Mais bien évidemment, on connaît tous la situation de certaines personnes et voilà, si vous êtes étudiant ou autre, il y a toujours moyen de discuter parce que le but, c'est pas enfin moi, en tout cas, à titre personnel, le but, c'est surtout aussi que les gens, ils prennent plaisir et qu'ils apprennent quelque chose. C'est jamais Et vraiment une après question de ouais, prix, tu vois. C'est une question de prix versus la valeur. ouais, Moi, exactement, je suis pas dedans, donc je peux pas juger, mais on peut pas juger juste à un prix. Faut voir, faut comparer à la valeur que ça apporte. exactement, exactement. Entièrement d'accord. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est sans engagement parce qu'on part du principe que si la personne n'est pas contente, bah, On peut elle a le partir. droit, elle peut partir parfaitement et Mm, puis, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un feedback, mais globalement, voilà, le but, c'est de suivre les gens et toujours de leur expliquer chaque, mécanisme, chaque mouvement et comprendre vraiment pourquoi on fait ceci ou cela et pourquoi le marché réagit de telle ou telle manière. Parce que parfois, je sais que c'est quand même le fouillis et surtout, tu le vois ouais. aujourd'hui, il y a un amas d'informations qui est tellement monstrueux que c'est difficile à suivre. Moi, j'ai été comme vous, hein, j'ai travaillé là où j'ai travaillé, OK, mais moi, avant que Fineco n'existe, j'étais sur Twitter, Ouais. je lisais des gens, je suivais, comme vous, hein, j'étais sur les cryptos, donc je lisais des influenceurs et cetera. J'ai fait tout ça, j'ai été comme vous, hein, mais Mm, je sais à quel point c'est difficile de tout suivre ouais. et il y a des infos, en fait, qui sont hyper importantes à comprendre, d'autres qui sont superflues et qui crient du bruit. Et le but, en Mm. fait, de ce club-là, entre autres, c'est de nettoyer un petit peu tout ça, d'enlever ce bruit-là et de garder que ce qui est plus important pour que derrière, vous preniez vos décisions, en fait. Que ce soit sur les Mm. marchés crypto ou ailleurs. Ok.
Très, très cool. Bah, écoute, merci d'être passé. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié, ça me fait plaisir. Avec C'est vrai plaisir. que c'était hyper intéressant. Moi, j'ai appris plein de trucs, hein. Tu vois? Je suis pas du tout un macro guy. Alors, il y a un moment, je t'avoue, j'ai un peu déconnecté. Je suis un peu fatigué et il y a un moment, tu es parti, loin, j'ai dit: «Oh là, je vais me Ouais, réécouter non, ça demain tranquille». Mais c'était hyper mais intéressant. Mais la partie sur l'immobilier, elle est trop technique, je sais Ouais, et c'est franchement, pour compliqué. te dire ouais, je sais et surtout, en fait, pour te dire, même moi, parce que tu as l'impression qu'on sait tout sur tout, sur tout, mais c'est des choses qu'on apprend au jour le jour parce que c'est des mécanismes qui sont tellement complexes. Enfin, les Ouais. gens, tu vois, c'est comme les traders qui te disent: «Ouais, il te faut 10 ans, 15 ans, 20 ans», mais je te jure Mmh que c'est mh. vrai. Il faut 10, Je me 15, doute. 20 ans pour comprendre vraiment le marché. Et Mmh je mh. connais des gens qui sont plus vieux que moi et qui sont en galère, hein, et pourtant c'est des mecs qui vont travailler dans des banques, ils sont Et encore ouais. une fois, ils ont pas travaillé ils ont pas travaillé à la caisse d'épargne, quoi. Donc non, non, mais c'est le marché est extrêmement difficile et encore plus avec, les réseaux sociaux et tout Ouais. et c'est pour ça qu'on a lancé ce truc-là parce qu'on part du principe que les marchés ne sont pas faciles, que ça va pas aller tout droit to the moon. Mmh. Qu'il y aura des moments où on va se faire surprendre et nous, notre but, c'est de faire comprendre vraiment tous les mécanismes, même les plus compliqués et on essaye de les rendre enfin, plus faciles à comprendre et que les gens sachent vraiment la vérité là où elle se trouve et bien évidemment, on Ouais. essaye toujours de rester objectif. En tout cas, c'est toujours notre mission. C'est bien parce que, tu vois, on a besoin avec la difficulté qui est arrivée sur le marché, on a besoin de maturer, de comprendre dans quoi on investit, en fait, la dynamique qu'il y a autour, aussi large qu'elle soit et pas juste se cacher comme j'ai vu beaucoup, surtout à l'époque et encore un peu aujourd'hui. Derrière c'est juste de la manipulation haussière, c'est manipulation baissière, il faut racheter, il faut acheter chaque dip. Tu vois? À comprendre un peu, être plus intelligent sur les marchés parce que sinon, bah, tu finis comme, ce qui s'est passé en avril où les gens ont acheté tous les Mmh, dips jusqu'à finir à zéro, quoi. Et ouais. c'est donc merci pour ton travail, ça fait partie des trucs qui m'aident d'apprendre beaucoup de choses, je pense. Bah, avec grand plaisir. Mais on sait que, tu sais, même février, mars, avril, ça a été dur, hein. Enfin, moi, personnellement, pour te donner un petit peu, enfin, pour te donner un petit peu mon état physique et mental à ce moment-là, enfin, ma femme, elle m'a tué, hein, d'ailleurs, mais je dormais très peu, hein. C'est-à-dire que, en fait, je passais mon temps à lire, comprendre, lire, apprendre Ouais, ouais. constamment. Et en fait, je dormais, enfin, je dormais 3 4 heures. Et mes Mmh. clients, mais même les clients, ils me pétaient des plombs. C'est-à-dire qu'en fait, ils me parlaient des fois à 11 heures, je répondais directement après et ils me voyaient envoyer des messages à 2 heures, 3 heures du matin, pour faire des reports, enfin pour faire des explications, pour expliquer pourquoi ça s'est passé ça, pourquoi il s'est passé ça, qu'est-ce qu'on peut attendre et cetera. Mais Mmh. ça a duré comme ça jusqu'à avril. Avril, j'étais rincé, hein, c'est-à-dire que j'ai pris 2 semaines après, j'en pouvais plus. Que l'autre, Mmh. il m'a tué avec tous ces messages de fou là, Trump, il m'a vraiment rincé la gueule. Mais il faut vraiment comprendre, le marché est très dur, c'est pas que de la manipulation. Ouais. Il y en a, hein, ça peut arriver, mais c'est pas que ça. Il y a Mmh. les on est dans un monde où vous voyez, on parle tous d'effets de levier, on est tous sur les futurs, tu le vois, sur les cryptos. Bah, imaginez ça sur les marchés traditionnels, mais à des montants tellement plus importants. Les gens, Mmh. vous vous rendez pas compte, ils font des enfin si vous saviez ce que font les banques et les fonds institutionnels derrière, et vous direz, ils sont encore plus degen que vous. Vous Ouais. vous rendez pas compte. Vous, vous êtes là à faire des trades en x100, eux, ils font des trucs, mais Mmh mh. prenez le temps, il y a un film, tout le monde doit le connaître, hein, mais regardez The Big Short. Vraiment, c'est le meilleur. Ouais, Ouais, il mais est bien, regardez-le. il est bien. Mmh mh. Mais en fait, vraiment, juste essayez de comprendre, au-delà de la psychologie, essayez de comprendre vraiment les mécanismes. Mmh. Et d'ailleurs, les MBS, tu vois, on en parlait, les MBS, c'est ce qui a aussi foutu la merde en 2008, tu vois. Donc, tu vois, c'est un truc vraiment dangereux. D'accord, ouais. Mais globalement, il faut vous vraiment regarder ce film, regarder un peu la mentalité et je vous le jure, c'est l'un des films qui a le mieux fait et le mieux rapporté, ce qu'était Wall Street et ce qu'est toujours Wall Street en réalité. Et vous allez Mmh. voir que nous, derrière, avec nos leviers x100, on est des kebabiers, hein, c'est tout ce que je vous dis, C'est c'est sûr. tout. OK. Bah, écoute, merci beaucoup, peut-être, on se refera ça un jour. Ce sera ça c'est Bien il y a sûr, tellement de choses à dire encore, sinon n'hésitez pas à suivre Fineco et puis, passez une bonne soirée, ce bon dimanche là et puis on se retrouve mardi normalement pour le live, hebdo. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao les bonne gars. soirée à tous.